pour que vous... Dominique, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, ce que je peux dire, c'est que je suis anthropologue, c'est-à-dire à la fois un mélange de sociologue et d'ethnologue. Tout ça, pour moi, c'est pas très important comme définition. Je crois que ce qui est le plus commun à tout ça, c'est que je fais des enquêtes qualitatives depuis 1969, en France, en Afrique, en Chine, aux États-Unis, au Brésil, en Europe, dans tous les pays, en réalité, où j'ai des demandes, soit d'ONG, soit d'administration, soit d'entreprises privées. Donc, je travaille principalement à la demande. Et comme universitaire, mon université maintenant s'appelle Paris-Cité, et je suis à la Sorbonne Sciences humaines et sociales, qui est un département à l'intérieur de Paris-Cité, qui est une université à dominante de médecins en réalité. Et nous, on est un tout petit morceau là-dedans, qui est très heureux du reste. Et quand on est prof émérite, ça ne veut pas dire grand-chose en réalité. Ça veut dire qu'on n'a plus de cours à donner, et qu'on participe encore à des activités de recherche avec mon laboratoire qui s'appelle le CEPED, mais c'est assez formel. Ma principale activité, c'est de faire des enquêtes. Là, j'ai terminé au mois de décembre une enquête dans une entreprise pendant 3 mois qu'on a fait à 2. Et donc, ça correspond à peu près à 35 interviews, animations, etc. Et donc, tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui est fondé principalement sur des enquêtes. Je vois Philippe Gosman qui est arrivé, qui est un bon copain sur les contraintes. Lui, il va tout comprendre tout de suite. Et en fait, on voit bien ce que je voudrais essayer de dire pour démarrer, pour tout vous dire, c'est que ce que je vous propose là, c'est un outil en plus et non pas quelque chose d'autre chose, abandonner les autres outils. Parce que très souvent, j'ai remarqué ça, quand quelqu'un présente un outil, c'est comme si avec celui-là qui marchait, et souvent, l'intervenant confond l'outil qui marche bien pour lui parce qu'il sait bien le manier. Moi, je travaille beaucoup sur les relations de pouvoir, les champs de force, etc. Je peux vous trouver partout des relations de pouvoir. Donc, il y en a partout. Est-ce que ça explique tout? Sûrement pas. D'autres gens, ils vont sur les valeurs, ils croient que les valeurs expliquent tout. Non, il y en a partout, mais ça explique pas tout, etc. La cognition dont a parlé Jérémy, ça explique des choses. Et pour ça que j'ai un outil que je présenterai pas très longtemps, qui s'appelle les échelles d'observation, et qui permet de dire, en fonction du découpage, qu'on fait tous des découpages dans la réalité, ça me permet de faire un tout petit aparté, de dire, pour moi, les biais n'ont strictement aucune importance en approche qualitative, parce que la vie n'est qu'un immense biais, et que quand on est en approche qualitative, on ne maîtrise rien. Le biais n'est important que dans 2 cas pour moi, soit on est en approche expérimentale, j'ai enseigné pendant 4 ans et j'ai fait des enquêtes en école d'agriculture où là, on faisait de l'expérimentation. Effectivement, on essayait d'éliminer les biais. Et deuxièmement, quand on fait des enquêtes statistiques qui soient significatives d'un point de vue de la France, par exemple, avec 800 ou 1200 personnes interviewées, pas avec 200 ou 300 où il y a des marges d'erreur absolument énormes. Donc, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de se dire, d'un côté, je vais essayer moi de vous donner un outil en plus, centré autour des contraintes, qui marche pour énormément de changements. La question à chaque fois est la même, c'est j'aimerais que les entreprises prennent plus en compte la sobriété ou dépensent moins d'énergie ou prennent plus en compte la RSE. Je constate qu'elles n'ont pas avis. Donc, classiquement, on va dire, ben, c'est un problème de communication, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de formation, pourquoi pas. Moi, je vous donne un outil en plus qui est de dire si les entreprises, si les consommateurs, puisque là, Jérémy m'a donné de me centrer sur les consommateurs, je me suis plus mis sur les consommateurs, mais je travaille sur les deux, c'est pareil pour moi. Si les consommateurs n'adoptent pas un comportement nouveau, si les entreprises n'adoptent pas un comportement nouveau, c'est qu'elles ont des bonnes raisons de le faire. Et les bonnes raisons, c'est pas qu'elles ont raison, c'est qu'elles ont des contraintes qui fait que si elles changent de comportement, ça peut leur coûter assez cher, ou ça peut enlever leur confort, ou ça peut diminuer tel ou tel avantage. Donc, c'est des bonnes raisons, ça veut dire, tant qu'on n'a pas compris les bonnes raisons que les autres ont de changer, je ne parle même pas de soi-même, nous, on n'a pas beaucoup intérêt à changer dans ces cas-là, alors qu'on a parfaitement intérêt à changer aussi, tant qu'on n'a pas compris les contraintes qui font que les autres ne veulent pas changer, on va dépenser beaucoup d'énergie en communication avec assez peu d'effets. Si je voulais développer plus, je ne le ferai pas ici, mais je ne pense pas, par exemple, que la publicité pour laquelle on dépense beaucoup d'argent soit très efficace en matière de changement de comportement. La publicité, elle ne fait pas acheter, elle fait choisir
entre deux marques, c'est un petit peu différent. Au final, on achète, mais s'il n'y a pas avant, dans la vie quotidienne, s'il n'y a pas d'usage du produit, un usage potentiel ou un usage réel, il ne se passe pas grand-chose quand on regarde, hein. Donc, on peut démarrer là, sauf s'il y a des questions ou des remarques. Merci Dominique. Je vais, pour cette introduction très éclairante, je vais juste vous donner un petit peu l'organisation générale. On va faire un détour que nous a proposé Dominique avant de vraiment rentrer sur nos sujets plus pratico-pratiques. Ce détour va prendre à peu près 30 minutes. On va ensuite prendre quelques questions pour enchaîner. Effectivement, il y a toute une profondeur de réflexion de la part de Dominique, qui a oublié aussi de dire qu'il a récemment coécrit un livre, mais il va vous le dire tout de suite, sur la consommation sous contrainte avec Philippe Moati. Et donc, c'est cette occasion-là aussi qu'il prend la parole. Donc, une demi-heure, voilà, et ensuite une autre demi-heure, une petite session de questions entre les deux. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est on peut parler dans le chat. Moi, je serai dans le chat. On laisse peut-être Dominique nous présenter sa pensée, dérouler ses idées, poser ses constats. On peut parallèlement, nous, échanger sur le chat. C'est bien ça. Et vous êtes voilà, libre de faire comme vous voulez, mettre votre caméra, ne pas la mettre. Ça sera enregistré, c'est enregistré. Et donc, toutes les personnes qui sont inscrites auront le replay. Voilà ce que je vous propose. Et Dominique a eu l'amabilité de nous préparer des slides pour justement encore plus poser ses idées. Donc, on le remercie d'avoir vraiment pris à cœur ce rendez-vous aujourd'hui avec vous. Je te donne la parole pour présenter des slides, Dominique. Voilà. On va faire réapparaître ici, s'il veut bien partager. Voilà. On va mettre s'il veut bien se mettre en grand écran. Voilà. Alors ça, c'est l'exercice nouveau aujourd'hui. Il faut parler sans savoir devant qui on est. Heureusement, il y a une petite colonne à droite minimum. Dans ce premier slide, j'annonce le titre « La sobriété sous contrainte », qui s'appuie aussi sur un livre que vient de sortir à une dizaine de personnes sur la consommation sous contrainte, pour montrer comment les changements de comportement pendant le Covid, pour se poser la question de savoir si les changements de comportement qu'on a vus pendant le Covid-19 allaient perdurer ou non. Et on constate tous que dès qu'il n'y a plus de contraintes, la plupart des comportements ne perdurent pas. Donc, c'est un point important, c'est de montrer l'importance de la contrainte. Et en bas, la photo de gauche que j'ai mise, c'est mon dernier voyage en Chine, parce que j'y ai pas été depuis 3 ans. Et c'est juste pour rappeler que la base de ce que je fais est fondée sur des enquêtes. Ici, c'est le résumé de ce que je voudrais vous dire. Et en gros, la ligne directrice est la suivante. Quelque part, la grande révolution pour moi, et je m'appuie sur un auteur américain qui s'appelle Pomerantz, c'est l'arrivée de l'usage du charbon, parce que le charbon est là depuis tout le temps, c'est l'arrivée de l'usage du charbon en Angleterre à partir de 1750, qui n'est pas une date, mais une période, bien sûr. Et ce qui veut dire qu'avant 1750, toutes les sociétés utilisaient des bioénergies, et donc, quelque part, du point de vue au moins énergétique, toutes les sociétés étaient sobres. Mais en même temps, toutes les sociétés avaient de la consommation. Et évidemment, la consommation variait suivant les classes sociales. Deuxième élément important, ça veut dire qu'en 1750, on est passé d'un système où un individu, c'est ce que rappelle Yankovici, à peu près, il a écrit ça vers 2010-2011, il rappelait qu'un individu produisait à peu près 100 kWh, et aujourd'hui, si on fait le coût habillé de l'énergie nécessaire pour tous les objets qu'il y a dans un logement, on est à peu près à 60 000 kWh. Vous voyez la différence qu'il y a. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1750, en gros, hein, et aujourd'hui, en 250 ans. Et à partir de 2000, on a un nouveau changement qui est lié à la montée de la classe moyenne mondiale dans les BRICS, et principalement les BRICS, donc c'est Brésil, Russie, Inde et Chine, c'était le mot qu'on avait utilisé entre 2000 et 2004, et on voyait tous les cours des matières premières qui augmentaient. Et cette classe moyenne est surtout développée aujourd'hui en Inde, en Chine, en Indonésie. Souvent, on l'oublie, mais c'est très important. Je crois que c'est pas loin de 200 millions de personnes. Et puis, bien sûr, la Corée du Sud.
la Taïwan et Singapour. J'ai fait du vrai des enquêtes à Singapour, j'en ai fait à Taïwan, j'ai fait des visites en Corée du Sud, et j'en ai fait énormément aussi en Chine. Et le point important, c'est que cette classe moyenne mondiale n'est pas l'explication de l'ensemble de la transformation de la consommation, mais elle est l'analyseur de cette transformation de la consommation et elle participe aujourd'hui à la production de CO2. C'est ça le point intéressant. Le deuxième élément, c'est de dire que le problème qu'on a aujourd'hui avec la sobriété, c'est que quelque part, au lieu de simplifier la vie, comme la plupart des innovations l'ont fait depuis 1750, même si tout le monde ne gagnait pas à cette simplification, au sens que, par exemple, il y avait des gens qui travaillaient dans les mines, il y avait des paysans qui étaient largement exploités, donc il y a toute une partie de la population qui ne bénéficiait pas forcément de ces innovations, au moins directement, mais en gros, les innovations concouraient à la simplification de la vie. Avec l'arrivée de la sobriété, qui peut s'appliquer à la sobriété de la consommation. Sobriété veut dire consommer moins, hein. Consommer moins d'énergie, consommer moins de biens, consommer moins de services, mais c'est aussi la sobriété commerciale. Je parle même aussi aujourd'hui de sobriété des loisirs. C'est un truc compliqué parce que c'est un peu paradoxal. Ça veut dire que aujourd'hui, il faudra avoir des pratiques qui diminuent ce à quoi on est habitué à faire. Voilà, et diminuer, ça augmente la charge mentale, ça fait baisser le confort. Et ça va à l'encontre de tout ce qu'on connaît depuis à peu près 250 ans. Troisièmement, j'essaierai de ne pas être trop long, mais c'est le cœur de ma démonstration. J'ai appelé ça l'anthropologie stratégique et j'ai développé ça notamment dans un livre rigolo que j'évoquerai, mais je ne vais pas le développer non plus, qui s'appelle Le marché des dieux, où j'ai appliqué tout ce que je savais sur les innovations et les changements dans les sociétés au cas de la religion monothéiste, pour essayer de dire, tiens, qu'est-ce qui fait que le monothéisme a marché entre le XIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle, alors que tout le monde était polythéiste. Il n'y avait aucune raison que ça marche. Il fallait trouver pourquoi. Et deuxièmement, qu'est-ce qui fait que le christianisme a gagné face au judaïsme, alors que pareil, il n'y a aucune raison que ça marche non plus. Donc j'ai essayé d'expliquer ça et j'ai appelé ça l'anthropologie stratégique, dont le principe général est de dire l'anthropologie cherche les structures, les permanences, au-delà au-delà de la diversité des formes, et les stratégies regardent ce qui émerge. Donc il y a un jeu permanent d'observation des structures et de ce qui change. Mais on ne peut pas observer les deux en même temps. Et enfin, quatrièmement, c'est le point assez important, je trouve, pour réfléchir. Là encore, ce que je vous dis, moi, je ne suis pas un expert de quoi que ce soit, je suis un vrai généraliste. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas de société sans contrainte. Pourquoi je dis ça? Parce que pour beaucoup de gens, implicitement, c'est pas aussi clair que ça, pour beaucoup de gens, et Philippe Guzman qui est là, souvent l'observe, les contraintes, c'est un peu vu que quelque chose de négatif. Or, pour moi, une contrainte n'est ni négative ni positive, c'est dans la société. Par contre, ce qu'on peut discuter quand même, c'est est-ce que la contrainte est légitime, qui gagne, qui perd, etc. Ça, c'est normal. Mais imaginez une société où il n'y aurait pas de contrainte, alors je ne vois pas ce que c'est comme imaginer des poissons vivant hors de l'eau pour moi. Chaque société fonctionne avec des contraintes et j'ai bossé quand même sur pas mal de sociétés. Et là, je rappellerai les 6 crises mondiales actuelles qui structurent les changements et les 11 grandes contraintes, c'est une façon de parler, il peut y en avoir 12, il peut y en avoir 5, peu importe, mais qui sont matérielles, sociales et symboliques et qui organisent le comportement des consommateurs. Et au final, ce que j'essaye de dire, là encore, vous en faites ce que vous pouvez surtout. Vous allez sélectionner là-dedans des petites choses qui vous intéressent. C'est pas la peine de tout prendre. L'important pour moi, c'est d'observer la vie quotidienne, ou en entreprise ou dans la vie quotidienne, dans la distribution, dans la logistique. On voit bien qu'aujourd'hui, la logistique qui était quelque chose dont on ne s'occupait pas trop avant 2020 est devenue centrale aujourd'hui. Si on ne s'occupe pas de logistique aujourd'hui, si on ne regarde pas même l'histoire de la logistique de la grande distribution, on ne comprend pas grand-chose à l'évolution de la consommation aujourd'hui. Pour moi, un des grands lieux d'innovation, ce n'est pas uniquement dans l'industrie et les nouvelles technologies, c'est dans la distribution. Les hubs notamment, et surtout avant, le container. Ça, c'est des innovations absolument incroyables qui ont fait énormément baisser les coûts de la distribution. Deuxièmement, ça c'est moins rigolo, je trouve, c'est qu'il faut observer à la fois quelles sont les forces qui vont nous pousser à être plus sobres, mais surtout aussi observer les forces qui continuent à consommer. Je vous montrerai juste un petit article, je ne sais pas si on aura le temps, mais peu importe, qui se passe à Laredo, c'est tiré du New York Times,
où on voit qu'ils sont en train de programmer des énormes surfaces de hangars logistiques parce qu'ils sont en train de transformer toute la circulation des biens verts entre le Mexique et les États-Unis. Et on ne voit pas du tout de diminution de la consommation. Il n'y a pas un gramme de sobriété là-dedans. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens ont intérêt ou pas à être plus sobres, ça c'est leur contrainte. Deuxièmement, il faut comprendre que tant qu'on est au niveau du consommateur, c'est probablement pas là qu'il y a la principale source de CO2, et c'est quand même là qu'on peut agir aussi. Il ne faut pas se décourager, il faut continuer à agir là. Troisièmement, c'est probablement du côté des entreprises de la distribution et de la mobilité qu'il y a plus à faire. Mais les entreprises ne vont pas changer facilement parce qu'elles vont perdre de l'argent ou perdre des marchés et on n'accepte pas ça facilement. Et enfin, le dernier point que je mets ici en conclusion, c'est de dire il faut continuer à être éveillé. Moi, je le fais très simplement. Évidemment, j'écoute la télévision, mais je suis abonné à 3-4 journaux. Je regarde notamment le New York Times, que je trouve assez bien fait là-dessus, pour essayer de voir dans la géopolitique à quel endroit il va y avoir ou un signe noir qui émerge ou un événement qui, quelque part, va influencer et changer le système d'action dans lequel on est. Donc, voilà le résumé de ce que je voudrais vous dire, ce qui me permettra d'aller plus vite, parce que vous voyez, il est déjà 6h25. Là, j'ai mis cet extrait, vous l'aurez après, donc ce n'est pas la peine de le lire maintenant. C'est un extrait du Crédoc qui vient de sortir, qui a dû être fini fin 2022, publié en 2023, peu importe, et qui insiste sur le fait que la sobriété est surtout sous contrainte, et pour elle, donc difficilement pérenne. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de contrainte, certains comportements ne seront pas pérennes. Et elle montre aussi, cette enquête, que suivant qu'on appartient, et ça nous on l'avait observé en 2008 avec mon équipe au moment de la crise monétaire de 2008, si on appartient aux 50% des Français aux revenus les plus bas, on a un mal fou à rentrer dans la consommation, et si on est dans les 50% des revenus plus élevés, on est déjà dans la consommation et on est prêt éventuellement à la baisser. Donc on voit bien déjà avec cette grande approche macro, qui n'est pas la mienne, mais à qui je fais confiance évidemment, qu'en fonction de la position qu'on occupe dans les revenus, dans l'échelle des revenus en France, eh bien on aura intérêt ou pas à la sobriété. Pour faire vite, il faut rappeler que les pauvres sont sobres parce qu'ils n'ont pas de revenus. C'est important à rappeler quand même comme évidence. Donc, tout ce qu'on va dire sur la sobriété s'applique peut-être plus à la classe moyenne supérieure. Je mets de côté les ultra-riches, les 1%, parce que je ne sais pas très bien comment on les coince, pour tout vous dire. Parce qu'à chaque fois qu'on essaye de coincer à travers la fiscalité, notamment les ultra-riches, ils arrivent à partir ou à optimiser leur fiscalité. Donc là, j'ai aucune idée là-dessus, mais j'en fais pas une réserve merveilleuse comme le fait l'ultra-gauche, ce à quoi je crois qu'à moitié, c'est vrai. Donc, l'idée ici, c'est comment l'anthropologie stratégique nous aide à mieux comprendre les contraintes qui font obstacle au passage vers la sobriété. Je pose 4 questions. D'où vient la consommation moderne? Pourquoi il faut être plus sobre? Quelles sont les contraintes? Et en quoi l'anthropologie stratégique peut nous aider comme un outil en plus? Donc là, c'est assez intéressant. Je fais une espèce de résumé historique, évidemment beaucoup plus complexe que ça, en disant le déclencheur de la révolution consumériste, c'est le XVIIIe siècle, et c'est lié à la pression démographique qu'il y avait en Angleterre et qui a été compensée grâce à l'usage du charbon. Par ailleurs, des historiens anglais comme McKendrick, Mike Brewer, etc., ont montré les débuts des techniques de marketing sous les 3 Georges, Georges I, Georges II, Georges III, au XVIIIe siècle. Donc, en gros, là encore, c'est à la hache, mais ça permet de bien retenir pour moi. Pendant 10 000 ans, à partir de la révolution agricole, on n'a que des bioénergies. En termes simples, c'est l'homme, la femme, le dromadaire, le chameau, l'âne, le bœuf, le chien, et j'en passe un ou deux. Tout ça, c'est ce qui sert à se déplacer et à faire la guerre, à conquérir, à pomper les richesses des autres ou à bouger, à faire du commerce. Au XVIIIe siècle, on assiste à une très grande divergence énergétique. Les 2 bouquins que je vous ai mis à droite, ces 2 bouquins que vous pouvez feuilleter si vous avez envie. Celui de Salman est intéressant parce qu'il rappelle que la globalisation n'est pas d'aujourd'hui. Et celui de Marx, qui est en fait le nom d'un couple d'historiens américains, est une magnifique histoire des bioénergies et de la rupture énergétique à partir du charbon au XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui.
C'est vraiment un beau livre de résumé. Donc, on rappelle que les bioénergies, c'est des productions de quelques kilowattheures. Et je vous montre juste en photo, parce que ça, c'est toutes mes enquêtes en Afrique. Une des grandes énergies, c'est le feu. C'est facile, vous mettez le feu à la brousse et votre champ, il est prêt à être cultivé. La deuxième énergie, c'est l'énergie humaine. Ça, c'est une enquête que j'ai faite pendant 4 ans dans un village. Je n'étais pas en permanence dans ce village. J'étais à Brazzaville et j'y ai passé plusieurs mois. C'est l'énergie humaine, notamment de la femme. Là, ici, c'est pour faire la cuisine, elle pile le manioc. Et la troisième grande source d'énergie, c'est l'animal. Là, c'est un gorom-gorom quand vous remontez au troisième cocotier à droite en descendant sur la gauche, et ça bourrait évidemment, au Burkina Faso, et c'est du sorgho, et c'est transporté à base de dromadaire. Donc ça, il faut retenir juste ce point important. Jusqu'au XVIIIe siècle, on n'avait que des bioénergies. Au XVIII, et pourquoi je vous raconte ça? C'est pour vous montrer l'effort et la quantité d'énergie humaine qu'il faudra dépenser pour arriver à la sobriété. Parce que tout le régime de production à base de bioénergie est sobre en matière d'énergie. Alors que tout le régime qui s'est mis en place depuis le charbon, puis l'électricité, le pétrole et le nucléaire n'est pas du tout sobre en dépenses énergétiques. Et ça va être très compliqué à changer. Donc ici, je ne vais pas le développer, retenez juste simplement que au XVIIIe siècle, l'Angleterre était en crise parce qu'elle avait une très forte pression démographique, elle n'avait pas assez de terre, et comparativement, c'est ce que dit Epombrand, ce qui est très intéressant, la Chine n'avait pas du tout ce même problème de pression démographique. Et la Chine se portait mieux que l'Angleterre, c'est ça le point intéressant. Au XVIIIe siècle, la Chine était une très grande puissance. Du fait de cette crise démographique, comment l'Angleterre s'en est sortie en faisant très raccourci aussi, en allant exploiter le charbon, et le charbon a compensé le manque d'hectares nécessaires à l'agriculture pour nourrir la population ou avoir du bois, etc. Et 2, en faisant des colonies aux États-Unis, en faisant travailler les esclaves et en produisant du coton, ce qui remplaçait la laine des moutons qui n'avaient plus assez de place pour pâturer. Donc, quelque part, c'est sous contrainte démographique, et on verra que c'est très moderne par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sous contrainte de crise climatique, sous contrainte de crise logistique, sous contrainte de crise sanitaire, sous contrainte de crise militaire, etc., de crise économique, de crise sociale, qu'on est en train de changer. Pour le meilleur et pour le pire, on ne le sait pas encore, mais c'est bien sous contrainte qu'on est en train de changer. Et l'exemple de l'Angleterre est intéressant parce que c'est grâce à cette contrainte qu'elle a réussi à sortir de la crise et à devenir en réalité la première puissance occidentale et mondiale au XIXe siècle. La France était juste en dessous. La France a reçu la pilée, si je peux prendre un terme scientifique, en gros en 1760 à peu près, quand l'Angleterre lui a pris toutes ses colonies de l'Inde au Canada. Et l'Angleterre a raflé la mise et a contrôlé toutes les mers avec sa marine. Et c'est ce qui s'est passé après avec les États-Unis et ce qui est en train peut-être de se passer aujourd'hui avec la Chine. Donc le charbon, c'est la condition énergétique de la révolution industrielle et donc de la consommation. Il y a un lien très fort. Tout le monde connaît la révolution industrielle, mais on oublie, c'est pas grave, je vous le rappelle juste là, que derrière la révolution industrielle, il y a une révolution énergétique, celle du charbon. Et que la révolution industrielle n'existe que parce qu'il y a eu l'émergence de la grande consommation. Et les grands magasins apparaissent vers 1850 à peu près. Pensez au bon marché, pensez à tous les grands magasins, les Galeries Lafayette à la fin du siècle, etc. Donc, il y a un lien très fort entre énergie, industrie et consommation. Et ce qui va se passer à travers l'histoire, c'est qu'à partir de 1920, ce sont les Américains qui vont développer la grande consommation. Dans les années 50-60, c'est l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest plus l'Amérique qui développe la grande consommation. Et à partir de 1995 à peu près, c'est la Chine et l'Asie qui développent la grande consommation. Et toute cette grande consommation concourt à une augmentation de la consommation d'énergie, donc pas du tout sobre, à une augmentation de la consommation des matières premières et à une augmentation de la consommation des protéines qui vont servir notamment, comme le soja, à nourrir les animaux. Donc on a une vraie révolution qui se crée autour des années 2000 avec la montée de cette classe moyenne mondiale. Donc ça, je vais le passer. Qu'est-ce qui se passe en 2000? C'est ce qu'on peut appeler, j'ai vu que d'autres auteurs disaient ça aussi, ce qu'on appelle la convergence compétitive pour l'accès aux ressources. On en est là aujourd'hui. En 2000, avec l'émergence des BRICS, mais principalement de la Chine,
du fait de l'augmentation à la fois de la consommation et de la production industrielle qui s'est installée en Chine parce qu'elle est moins chère, on a eu l'augmentation de production de CO2 d'un côté, et on a eu l'augmentation de la compétition autour de l'accès aux matières premières. Et donc, on a des très forts risques de guerre. Et ça, on le voit depuis à peu près une quinzaine d'années. Et ce qui est en train de se passer en Ukraine, je ne peux pas savoir aujourd'hui si c'est lié à cet effet-là ou pas, mais correspond bien, quelque part, au choc et aux tensions autour de l'accès aux matières premières. Ici, je vous rappelle juste un schéma qui date de 2009 et que je trouve très intéressant, où on voit la progression, vous voyez à droite en orange, on voit la progression de la classe moyenne asiatique et ce qui est en train de se développer aujourd'hui. Ça veut dire aussi pour nous que tous les efforts qu'on va faire pour aller vers plus de sobriété, quelque part, vont être peu de choses par rapport au développement de cette classe moyenne qui est en train de rentrer dans la grande consommation comme nous, notamment ma génération, on est rentré dedans dans les années 60 au moment des 30 Glorieuses. C'est à peu près le même phénomène. En 97, je commençais mes enquêtes en Chine et j'étais frappé de la ressemblance avec les années 50-60 en France. C'était vraiment très similaire. Et vous regardez le schéma de droite, vous voyez que la production de CO2 augmente du côté des BRICS, on va dire, et descend du côté des nations qu'on appelait autrefois industrielles. Donc là, on a un phénomène compliqué de gestion de la sobriété parce qu'on ne la maîtrise pas uniquement nous. Le deuxième point intéressant, c'est cette idée que les objectifs des innovations techniques ou organisationnelles depuis 1750, ça existait aussi avant, hein, je veux dire, mais c'est frappant, je me suis limité à ça, et qui est fait pour simplifier la vie. Mais favoriser aussi les gains d'une fraction favorisée de la population, il ne faut jamais oublier ça, que tout le monde n'était pas gagnant. Et enfin, il faut se demander à chaque fois qui va gagner ou qui va perdre, et donc qui a intérêt à la sobriété ou qui est menacé par la sobriété. Vous voyez, les questions que je pose, c'est vraiment des questions de compréhension et non pas de jugement et non pas de morale ou non pas d'objectif. On se met d'accord pour dire il faudrait plus de sobriété, sinon on aura la guerre, sinon on aura un réchauffement climatique pour prendre les deux grands risques qui existent déjà du reste. Et donc pour se dire si on veut changer, avant de former les gens, les éduquer, les informer, essayons de comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils vont avoir intérêt ou non à changer. Non pas parce c'est pas parce qu'ils veulent pas changer qu'il faut pas changer. C'est pas ça du tout, hein. C'est que si on veut changer, il faut quand même comprendre comment les autres fonctionnent. Ici, je rappelle 5 éléments que je trouve intéressants parce que c'est là-dessus qu'on aura du mal à faire de la sobriété. Les innovations simplifient les usages des biens de consommation. Deuxièmement, on augmentait le confort domestique et on dépensait moins d'énergie humaine grâce à l'électricité, grâce à l'eau chaude, grâce aux cuisinières, etc. Tout ça, c'est le 19e siècle qui l'a fait et c'est le 20e siècle qui l'a mis en place. Troisièmement, on augmentait la quantité de biens consommés et donc la plupart des populations avaient enfin accès à tous ces biens de consommation. Quatrièmement, on payait moins cher, on baissait les coûts et enfin, on gagnait du temps et on allait plus vite. Vous remarquerez que tout ça est critiqué aujourd'hui. Ça ne me pose aucun problème, hein. Il faut juste comprendre qu'est-ce qui fait que pendant 200 ans, du fait de ces 5 avantages, tout le monde a eu intérêt à consommer plus. Même si consommer plus devient négatif pour la société, c'est ce qu'on appelle un effet d'agrégation, hein. Même si consommer plus va dans le sens des intérêts de certaines entreprises, de certains groupes sociaux pour s'enrichir, peu importe. N'empêche que tout le monde a intérêt à. Or, la sobriété, j'allais dire attaque de front, c'est 5 avantages qu'on avait depuis 250 ans. C'est pour ça que ça va être compliqué à changer. C'est ce que je dis ici, c'est la sobriété remet en cause ces 5 objectifs. Et je vous mets un livre de Geoffroy Dumazier, non pas par érudition, mais parce qu'il est très intéressant. C'est en le réfléchissant après que je l'ai rajouté là. Il a fait un livre qui s'appelle « Vers une civilisation des loisirs ». Et quand vous lisez son livre, en fait, c'est le début de l'histoire de la consommation. Ça veut dire que la consommation n'est possible que si il y a des loisirs. Tout à l'heure, j'ai écouté une émission sur Malraux, un reportage sur Arte, et Malraux disait « il faut des loisirs, mais des loisirs studieux, et pas des loisirs idiots ». Il disait pas ça comme ça, mais ça revenait à ça. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que Thorstein Veblen, que je cite ici, dans la théorie de la classe de loisirs, qui est un peu le livre en économie et en sociologie
qui raconte les débuts de la consommation à la fin du XIXe siècle aux États-Unis, la classe qui ne travaillait pas, c'était la classe bourgeoise. Et c'était même le signe de distinction. Ça a disparu au milieu du XXe siècle, mais quelque part, il faut se demander aujourd'hui, et ma question évidemment et peut paraître choquante, c'est est-ce qu'il ne faut pas avoir moins de loisirs, c'est-à-dire moins de temps de consommation? Je n'ai pas ma réponse à ça. Je l'ai quand même gardé en me disant que c'est un peu choquant comme question, peut-être pas pour tout le monde en tout cas. Ça pose la question de la retraite, hein. C'est pareil qui est derrière. Est-ce qu'il faut vraiment avoir plus de loisirs? Et je ne parle pas de la question, évidemment, de la pénibilité physique. Évidemment, il faut en tenir compte. Moi, j'ai un copain qui est déménageur. À 55 ans, il était fini. Il a pris sa retraite à 60 ans et c'est normal. Un déménageur, il bosse vraiment énormément. D'autres métiers, on peut durer beaucoup plus longtemps. Donc là, vous voyez ça, la sobriété réinterroge la sobriété énergétique, la sobriété de la consommation, la sobriété commerciale, c'est-à-dire est-ce qu'il faut augmenter encore les malls et les grands centres de distribution, et la sobriété des loisirs, ce qui est un peu inattendu pour moi. C'est moi qui le réinterroge, hein. Mais je vous la livre quand même comme une réflexion. Et je pense que quand on pose une question comme celle-là, souvent elle est choquante, mais elle fait réfléchir. Et peut-être qu'on trouvera une autre idée plus intéressante que celle-là. La sobriété, finalement, c'est une nouvelle contrainte qui pèse sur le consommateur, et notamment sur les consommateurs qui sont avec des revenus plus bas, parce qu'ils estiment que déjà, eux, ils sont sobres, et ça va donc peser sur la classe moyenne supérieure. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les processus d'innovation vont être encore plus complexes, puisqu'ils vont à l'encontre du confort lié à la modernisation et qu'ils augmentent la complexité de la vie quotidienne, ils augmentent la charge mentale. Alors que les innovations d'avant baissaient plutôt la charge mentale. Vous voyez l'espèce de choc auquel on est soumis aujourd'hui, qui est que la sobriété, quelque part, va nous coûter un peu plus cher, au moins dans la période de transition, augmente notre charge mentale, fait baisser notre confort, ça ne va pas de soi, hein. Si on dit, on informe les gens de l'intérêt général de la sobriété, ce qui est facile à faire, ce que j'essaie de faire là aussi, notamment à travers les guerres et le réchauffement climatique, ça crée des tensions. Je vois qu'aux États-Unis, le Parti républicain est en train de remettre en cause toutes ces informations sur le réchauffement climatique. Il attaque assez ferme là-dessus. Donc, ça ne va pas de soi. Ici, ça sera la fin de nos 30 minutes. Ce que j'essaie de dire là, c'est que ce que j'ai appelé l'anthropologie stratégique, on pourrait l'appeler comme on veut par ailleurs, je suis un disciple de Guillaume d'Occam, qui était un nominaliste du XIVe siècle, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. L'anthropologie stratégique, c'est ce que je fais en me centrant dans les enquêtes sur les pratiques, les contraintes et les effets de situation. Je ne travaille pas sur les grandes, je les utilise, hein, mais je ne travaille pas sur les grandes analyses statistiques. Ça, c'est le radar. Aujourd'hui, on a une énorme information statistique sur le télétravail, la consommation, l'énergie, on a tout ce qu'il nous faut. Ce qui nous manque énormément, c'est des enquêtes qualitatives d'organisation, soit au niveau du ménage, soit au niveau des entreprises, soit des systèmes d'action entre la production, la distribution, la consommation et le recyclage, ça nous manque. Et on ne sait pas comment ça fonctionne. C'est une vraie boîte noire aujourd'hui. Et moi, mon boulot, c'est de travailler là-dedans pour dire, si ça ne marche pas, ouvrez la boîte noire, pas tout le temps, hein, mais demandez à un anthropologue ou à n'importe qui. Hein. Là, je suis anthropologue, je parle de moi, mais il y a tout à fait d'autres gens capables de faire des enquêtes qualitatives. Ouvrez la boîte noire et regardez ce jeu des contraintes à partir des pratiques, et pas uniquement de ce que vous disent les gens. Moi, je travaille sur les pratiques, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, ça, je faisais une enquête dans une entreprise. J'ai passé 2 heures à observer un CRM, à discuter avec la personne. Je regarde vraiment comment il fait et je ne lui demande pas son opinion là-dessus. Qu'est-ce que l'anthropologie stratégique? On fera ça vite. Pour moi, peut-être que le point le plus intéressant, c'est le point 2, c'est ce qu'on appelle une méthode inductive. Ça, c'est un livre que j'ai sorti il y a maintenant juste 4 ans et qui reprend 25 enquêtes depuis 50 ans pour donner des exemples d'approches inductives. Et l'approche inductive est absolument à l'opposé, ce qui ne veut pas dire qu'elle est moins bien ou mieux. L'approche inductive, oui, quelqu'un veut parler? Ou j'entends les voix, bon, c'est peut-être des interférences. L'approche inductive veut dire que par rapport aux approches qu'on appelle hypothético-déductives, notamment en sciences expérimentales ou quand on fait des statistiques, ce que je fais aussi, hein, par ailleurs, ce n'est pas la même chose, c'est qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on est,
Et petit à petit, et c'est le cas aujourd'hui, par rapport au futur, ce que j'appelle le futur comme un monde exotique, un monde inconnu, on essaye d'explorer le futur avec des outils. Là, il y a l'échelle d'observation, il y a l'approche système, les itinéraires. Tout ça, vous l'aurez dans le PowerPoint. Je ne vais pas le développer ici. Et c'est cette idée qu'on part sans hypothèse, sans état de l'art, sans savoir où on est pour pouvoir explorer ce qui est en train d'émerger. Et tout, à chaque fois, c'est pas compliqué. À chaque fois que je discute avec un client ou des gens qui me demandent d'intervenir et qui me disent, voilà comment on se pose le problème, je suis sûr qu'on n'aura jamais de solution. Parce que ça fait 10 ans qu'ils posent le problème comme ça et qu'ils ne trouvent pas de solution. Donc, il faut le poser autrement. Et tout ce que je propose, moi, c'est d'ajouter un outil pour poser autrement les problèmes. Ici, en termes de méthode, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas en même temps analyser ce qui est en train de changer et ce qui est stable. C'est un principe de méthode. Ce n'est pas très important peut-être pour vous, mais c'est très intéressant en termes de méthode. Or, très souvent, les batailles idéologiques entre écoles, notamment à l'université, certains se sentent sur le stable et disent tout ce que vous racontez est faux, ou d'autres sont uniquement sur le changement et disent que… Bon, non, c'est pas ça. En réalité, on ne peut pas tout observer en même temps. On est obligé de découper dans la réalité et on amène un angle d'observation. Moi, j'ai deux méthodes, j'en ai quatre, et j'en ai deux intéressantes. La première, c'est celle-là, celle des échelles. Ce que je trouve intéressant dans les échelles, c'est que, vous voyez à gauche, il y a marqué « l'individu apparaît ou disparaît en fonction des échelles ». Très souvent, on croit que l'individu est central. Sincèrement, quand vous travaillez sur la géopolitique ou de la macro-sociologie, l'individu, c'est un petit point. Je ne dis pas que pour un sujet individuel, que ce soit vous ou moi, on n'est pas important pour nous, mais dans le jeu du monde, quelque part, on n'est pas grand-chose. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je ne vais pas le développer là, ça c'est la base de mes approches personnelles, je suis le seul à le dire, donc ce n'est pas très important pour le moment, c'est que je montre, en fonction de l'échelle où on est, que le système de causalité change. Vous voyez, par exemple, quand on est en macro-sociologie, en statistique, par exemple, l'outil principal, c'est la corrélation statistique, qui est l'indicateur d'une causalité. On me dit à chaque fois, oui, oui, mais corrélation n'est pas causalité. Oui, mais il n'y a pas de causalité sans corrélation. Rappelez-vous ça quand même. Donc, une causalité, c'est une forte corrélation. Et puis, quand on est en neurobiologie, là aussi, on est avec des corrélations. Alors que quand on est sur des jeux d'acteurs, c'est l'effet de situation qui est central. Après ça, l'itinéraire, c'est une façon d'analyser, ça c'est très intéressant. Je vais vous montrer un schéma après qui est assez connu sur ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Ça, c'est appliqué par l'ADEME. Moi, je l'applique comme sociologue des organisations depuis 50 ans et je vois qu'aujourd'hui, on l'utilise tout à fait dans plein de domaines. C'était ce qu'on appelait autrefois les filières aussi en économie. Tout ça, c'est pareil, hein. On emploie des nouveaux mots, mais en réalité, derrière tous ces mots, qu'est-ce qu'on observe? On observe des itinéraires, c'est-à-dire des processus de décision, des jeux d'acteurs qui suivent tout un parcours. C'est un parcours qu'on va suivre. Enfin, ça, je ne vais pas le développer, c'est pour montrer la rigueur du qualitatif. Et je m'arrête là, puisqu'on est exactement à 30 minutes. Avant de démarrer sur il n'y a pas de société sans contrainte. Bravo, c'est vrai que cette déviation nous permet de prendre conscience effectivement de toutes de tout ce qui s'est passé dans la société. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'un train lancé à toute allure dans lequel on est déjà, en fait. Une bonne image, oui, tout à fait. Et moi, j'ai été assez sensible à la notion, effectivement, que l'innovation, jusqu'à présent, elle vise à rendre accessible, rendre simple, rendre fluide, rendre pas cher, et que là, on nous demande de changer de paradigme. Oui, exactement. Donc, à la fois, on est dans un train, à la fois, il faut freiner le train, il faut changer de direction. Il y a des contraintes et ces contraintes font peur. Quand même, on dit des choses qui sont très, très lourdes, hein. On dit la guerre, on dit… Enfin, tu n'as pas dit la famine, mais dans certains cas, c'est la famine. Si, je le dis ailleurs, hein. Oui, oui. Donc, il y a quand même des choses qui sont extrêmement alarmantes et qui ne nous mettent pas dans une position spécialement où on peut prendre la mesure des choses avec calme, décision et conviction. On est un peu souvent justement sous cette contrainte, hein, on doit bouger maintenant. Donc, toi, quand tu rencontres des dirigeants et que tu leur fais prendre ce pas de côté, qu'est-ce que
Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est le plus susceptible de les faire rentrer en mouvement dans cet effort de sobriété? Quel est le bon conseil à donner? Quel est le... Il n'y a pas de bon conseil. J'ai d'abord, enfin, on peut donner des conseils, mais j'y crois qu'à moitié au conseil, je reconnais volontiers. Premièrement, quand je fais des enquêtes, je fais travailler les gens sur les résultats de l'enquête. Et donc, on va discuter avec les acteurs concernés par le problème pour savoir, est-ce que j'ai bien compris le problème? Parce que chaque acteur a aussi une autre vision. Donc, on va croiser les regards et pour dire à la fin, ben voilà les problèmes qu'il faut résoudre et la feuille de route éventuelle. Mais ça aura été construit, c'est pas moi qui vais dire voilà la feuille de route, parce que ça, j'y crois pas, parce que les gens vont pas l'accepter. Mais ils vont dire, ben voilà les problèmes. Ils vont me dire aussi, ça, on le savait déjà. Alors ça, quand on me dit ça, je sais que c'est qu'on n'est pas d'accord. Ils vont me dire, alors maintenant, c'est quoi les solutions concrètes? Comme si un des acteurs de l'entreprise, quel qu'il soit, avait des solutions concrètes. J'en connais pas. En réalité, comme c'est des jeux d'acteurs, il n'y a jamais de solution concrète. Et j'ajoute qu'on est toujours le concret de l'un et l'abstrait de l'autre. Moi, ce que je vous raconte là, c'est extrêmement concret. C'est mon habitude de travail. C'est très concret. Et j'imagine que pour certains, c'est d'une abstraction énorme. J'ai interviewé un jour un informaticien, c'était dans les années 95, hein, sur le système, ce qu'on appelle l'architecture informatique en 95. J'ai essayé de lui poser des questions pour comprendre ce qu'il me racontait, parce que je ne comprenais rien. Et il m'a dit, mais est-ce que vous moquez de moi? Parce que pour lui, c'était hyper concret. Et moi, c'était d'une abstraction. Dieu à côté, c'était concret, hein, si je peux me permettre une métaphore. C'est incroyable. Donc, ce qui est important, c'est de faire travailler les gens sur la connaissance du système sur lequel ils doivent agir ou dans lequel ils doivent agir, pour leur faire dire ben, qu'est-ce que je comprends des autres acteurs pour en faire des alliés. Si je suis par exemple en R&D, je sais bien que je vais me trouver confronté à la direction de à l'usine, par exemple aux usines, et que je vais me trouver confronté au marketing. Et que bien souvent, il y a une tension entre ce que veut le marketing, par exemple, qui est d'avoir des marchés beaucoup plus spécifiques, etc. Et l'usine dit non, parce que moi, je veux des séries longues. Vers ça, s'il y a un conflit classique dans l'entreprise, c'est l'usine qui essaie d'avoir les séries les plus longues possibles. On change le moins possible les moules, on change le moins possible le réglage des machines, on change le moins possible l'imprimerie, etc. Si on travaille dans le papier, moi j'étais 30 ans éditeur, des problèmes que je connais un peu, etc. Et de l'autre côté, le marketing qui veut des machins tout petits, des cibles, etc. Il y a une tension. Comment on gère ça? Donc, Donc, je ça crois demande de négocier. un Pardon? de tes points aux dirigeants, c'est de dire que quand il y a un sujet complexe où il y a beaucoup de choses qui sont reliées, il convient d'adopter une stratégie des alliés pour faire les bonnes alliances au-delà des personnes auxquelles on aurait naturellement pensé. En théorie, c'est ce qu'il faudrait faire. Alors après, on se demande pourquoi ils ne le font pas. Il y a des bonnes raisons aussi. Parce que très souvent, j'observe que les entreprises n'ont pas tellement intérêt en fait, à mettre d'accord les gens ensemble, bizarrement. Parce qu'une entreprise, c'est organisé, là on est sur entreprise, hein, c'est organisé ce qu'on appelle en silo. Le silo est un terme négatif. On oublie parce que le silo, c'est une protection en réalité contre le marché, parce que la contrainte principale de l'entreprise, c'est le marché. Quand on bosse sur les grosses boîtes multinationales, puisque c'est eux qui peuvent se payer un anthropologue, c'est pas une petite TPE, ça coûte cher un anthropologue. Ils sont rigolos, mais c'est pas faux non plus. Ça demande du boulot. Hein. Leur contrainte principale, c'est le marché chinois. Et quand on voit qu'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, tout le système logistique perturbe l'arrivée des marchandises, enfin, à cause du Covid-19 et la guerre en Ukraine, tout le système d'approvisionnement est perturbé, on a tout d'un coup un changement énorme. Et à mon avis, on va avoir une pression moins forte des entreprises, peut-être, parce qu'elles vont rapatrier leurs usines ou elles vont acheter à des endroits moins chers, ou en Afrique, ou en Amérique latine, ou au Moyen-Orient, là où ça sera possible. Et peut-être ça va peut-être faire baisser la pression. Mais tant que la Chine reste ou restera le principal fournisseur de biens, quelque part, ça fait une compétition pas possible. Vous vous mettez sur du premium et tous vos produits qui ne sont pas premium, ben, ils sont bouffés par les Chinois, par exemple. Hein. Donc, il faut bien comprendre, avant d'accuser les entreprises de se faire de l'argent sur le dos des salariés, je reprends d'autres arguments par ailleurs, d'autres acteurs, que l'entreprise elle-même, elle est sous contrainte de marché, et notamment de marché chinois, qui est extrêmement puissant, et bientôt de marché indonésien.
Et je ne parle pas de Taïwan, et je ne parle pas de Taïwan avec les microprocesseurs, on l'a découvert grâce à la crise, etc., etc. Donc, il y a ces contraintes géopolitiques, et puis après ça, on change d'échelle d'observation, et on regarde à quel endroit on a une marge de manœuvre. On n'en a pas beaucoup sur le prix des matières premières, et peut-être qu'on en a dans les négociations internes à l'entreprise, peut-être. J'ai regardé les questions, je pense qu'ils auront des réponses dans la deuxième partie qui est plus pragmatique, plus opérationnelle pour nos métiers. On sait que dans les participants ce soir, il y a beaucoup de gens dans les études, dans les décisions stratégiques, aussi dans la décarbonation, aussi des personnes qui travaillent au niveau gouvernemental. Donc, je te laisse enchaîner sur la prochaine partie qui se concentre sur la contrainte dans le changement de comportement à différents niveaux, aussi bien individuel que sociétal que méso. Je te laisse enchaîner. Je vois quand même une question extrêmement intéressante. Est-ce que l'anarchie peut être la base d'une société sans contrainte? Alors, en théorie, oui. Mais le problème, il y a un courant qui s'appelle le courant de l'anthropologie anarchique, dont l'auteur le plus connu vient de mourir, qui s'appelle Graeber, David Graeber, et dont la thèse du reste portée sur un village à Madagascar, donc c'est tout à fait un anthropologue reconnu, et il correspond à tout un courant de l'anthropologie qui correspond au marxisme pour moi, qui correspond à plusieurs courants, où quelque part on imagine qu'il a existé une société anarchique. C'est un courant qui existe. Les preuves sont compliquées à donner, c'est ça la difficulté. Moi, je pense simplement, pour répondre à ça de façon un peu lapidaire, qu'il n'y a pas de société anarchique, puisque Sapiens a quand même liquidé Néandertal. Donc, on ne me dise pas qu'avant l'arrivée de l'État, en gros, il y a moins 3500 ans entre le Tigre et l'Euphrate, en Mésopotamie, il y avait une société un peu paradisiaque et anarchique qui était celle des chasseurs-cueilleurs. Ils se tapaient bien dessus aussi, hein. Là, je vais participer à un colloque de préhistoriens à côté de Bordeaux. Ils m'ont montré leurs vidéos avec leurs instruments. Ils parlent de la chasse, mais c'est des instruments qui servent aussi à faire la guerre, hein. Donc, je ne crois pas qu'il ait jamais existé de société anarchiste. C'est un premier point. Parce que l'argument des gens qui croient qu'il a existé ce qu'on appelle un communisme primitif, hein, et ça peut être aussi bien le paradis terrestre de l'Ancien Testament ou de la Torah que le paradis futur du communisme. La seule chose que je redis, là encore, je suis rapide, hein, mais c'est pour répondre à la question que je trouve extrêmement. Je réfléchis souvent à cette question-là. La seule chose que j'observe, c'est qu'à chaque fois qu'on a rêvé d'un communisme futur, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le stalinisme, ou on a eu le fascisme italien, ou on a eu le nazisme allemand. Donc, je suis d'une prudence totale face aux pensées anarchistes. C'est une réponse politique que je fais là, mi-anthropologique, mi-politique. J'attaque maintenant la suite, que là, j'ai réussi à lire, je peux le lire sur mon écran, hein. Il y a effectivement plein de questions intéressantes. Voilà. Je reviens ici. Donc, le point important, et ça répond à ça, hein, il n'existe pas de société sans contrainte, donc je pars d'un constat qui n'est pas prouvable, hein. Les gens qui croient à l'anarchie, enfin, au communisme primitif, ou moi, on n'a pas plus de preuves, hein. On a un tas d'éléments. Et moi, je lis beaucoup ces auteurs, notamment Scott, qui est passionnant, parce qu'ils sont très forts sur les sociétés pré-étatiques, vraiment très forts. Mais leurs conclusions, je ne les prends pas. C'est pas grave, hein, les gens ont déjà décrit plein de choses bien. Donc, pour moi, il n'y a pas de société sans contrainte, donc il n'y a pas de société anarchiste. Ça n'existe pas. Par contre, il ne faut jamais oublier ça, parce que une fois qu'on a dit ça, vous avez, alors je vais prendre un mot un peu scientifique dans un peu de genre de valeur, les fiefieréacs. Je ne suis pas un fiefieréac parce que je crois qu'il y a des questions de justice qui se posent et des questions d'injustice, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que toutes les contraintes sont acceptables et les contraintes sont la résultante d'un champ de force. Ce n'est pas négligeable. La contrainte n'existe pas en soi. Et moi, je serais bien content si on trouvait un moyen. Là, c'est une opinion que je donne qui n'a aucune valeur, s'il y avait des contraintes plus fortes par rapport aux ultra-riches. Je trouvais ça intéressant. Eh bien non. Moi, je ne sais pas comment on fait. Donc, vous voyez bien que la contrainte, on la discute quand elle nous désavantage. Mais si elle désavantage l'autre, on la discute moins. Donc, la contrainte, il y en a toujours, et ça se discute. C'est ça le point important. Ça n'existe pas en soi, une contrainte. Ah, mon machin ne marche plus, il ne veut plus tourner. Voilà. Là, pour faire vite, j'ai distingué, mais vraiment, je ne suis pas emballé par ma distinction, mais bon, elle est facile à comprendre là. Il y a les contraintes qui poussent à changer. J'ai pris les 6 crises géopolitiques et macrosociales que je vais reprendre après.
Et les contraintes qui nous poussent à ne pas changer, c'est les 11 contraintes du quotidien, à la fois matérielles, sociales et symboliques, et qui augmentent la charge mentale. En réalité, ces contraintes peuvent à la fois nous pousser à changer ou à pas changer. Pour moi, la contrainte, elle est fondamentalement ce qu'on appelle ambivalente. Ça veut dire qu'elle peut aussi bien être un moyen de changer qu'un moyen de ne pas changer. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel de ce qui nous arrive, les 6 contraintes géopolitiques et macrosociales nous poussent plutôt à changer. Et donc, ça veut dire en bas, ça c'est ce que je dis tout à l'heure pour répondre à Jérémy, quand je parle avec des responsables ou de départements ou des chefs d'entreprise, je leur dis le problème aujourd'hui, vu le train dans lequel on est engagé, vu la difficulté, il faut imaginer une autre façon d'innover. On ne va pas pouvoir innover comme avant. C'est trop facile avant. C'était facile avant. Il fallait baisser la charge mentale. Là, comment vous innovez en augmentant la charge mentale? Sincèrement, je ne sais pas comment on fait. Et c'est ça le problème. Comment on innove en augmentant la charge mentale et en faisant baisser le confort de vos consommateurs, voire en touchant à leur pouvoir d'achat. Il n'y a pas grand monde qui sait innover comme ça. Je pense qu'on va trouver des solutions. Si on pose clairement le problème comme ça, on va trouver des solutions. Le concept de contrainte est ambivalent puisqu'il peut autant renvoyer l'idée de frein que de pression. C'est ça l'ambivalence pour moi d'une contrainte. L'important à chaque fois, ce que je cherche à comprendre, c'est les marges de manœuvre des acteurs. Donc, voilà les 6 crises mondiales qui poussent au changement. J'ai mis depuis 2008, je trouve ça intéressant, la crise monétaire. Alors, je l'associe, cette crise monétaire, les économistes ne le font pas, mais ce n'est pas très gênant. Je l'associe, moi, à la révolution géopolitique qui s'est créée à partir de 2000 et avec la montée de la Chine. Je pense qu'il y a un lien entre la montée de la Chine et la crise monétaire, même si ce lien n'est pas facile à montrer, mais ce n'est pas très grave si on n'y croit pas. Le point important, c'est qu'il y a une crise monétaire. Deuxièmement, il y a une crise sociale, celle des gilets jaunes. Alors, c'est les gilets jaunes en France, mais pour moi, c'est équivalent à toute la montée des populismes qu'on voit dans le monde entier. Et le mot, c'est pas que j'aime le populisme, mais pour moi, c'est un mot technique. Le populisme est un analyseur pour moi du sentiment qu'ont les classes populaires d'être abandonnées. Parce qu'on leur demande d'être sobres, parce qu'elles n'ont pas de pouvoir d'achat, parce que, etc., etc. Donc, le populisme, si on lui enlève son côté idéologique, que je trouve pas très sympathique, mais qu'on le prend vraiment comme un analyseur des problèmes, il est très intéressant. Mais qu'est-ce que c'est au final? C'est une fraction de la classe dirigeante qui est opposée à celle qui est au pouvoir et qui utilise les malheurs de la classe populaire pour arriver au pouvoir. C'est ça le populisme. Faut pas... Parce que qu'est-ce qui reste une fois que le populisme est au pouvoir? Et il reste toutes les organisations et les institutions qui sont toujours là. Et le populisme, il ne fera pas mieux il ne fera pas mieux au sens, il ne fera pas un truc miraculeux, c'est ça que je veux dire. Hein. Il ne fera pas un miracle par rapport au gouvernement actuel, qui par ailleurs n'est pas sans défaut, c'est pas ça la question. Hein. Donc ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on comprend bien, à travers la crise sociale, que ce n'est pas simplement les gilets jaunes, c'est l'ensemble des sociétés qui sont touchées par ça aujourd'hui, dans le monde entier, hein, avec des variations, comme on l'a vu au Brésil. Troisièmement, la crise sanitaire, ça, elle est facile à comprendre, c'est le Covid-19. 2021, la crise logistique, c'est ma préférée, je dis ça en rigolant, mais c'est ma préférée au sens que c'est celle qui a été le moins prise par les économistes, parce dès qu'ils ont vu de l'inflation, ils ont réfléchi en termes monétaires, comme s'il y avait trop de monnaie, pour faire vite. Hein. Et puis en réalité, j'ai écouté une conférence, notamment de Jean-Marc Daniel, qui discutait entre la théorie d'un tel et d'un tel, alors que visiblement l'inflation en 2021 était liée à la diminution des rotations des porte-containers entre Tianjin en Chine, éventuellement le canal de Suez et le Pirée en Grèce et la Californie de l'autre côté. C'était ça le vrai problème. Et les ports étaient encombrés et les gens qui conduisaient les grues avaient été en confinement. Ceux qui conduisaient les camions étaient aussi en confinement. Donc, on a eu un embouteillage énorme. Comme on a un embouteillage énorme et qu'on a eu un transfert de consommation, des consommations liées à la mobilité vers des consommations liées au logement, on se trouvait dans un effet ciseau, moins de marchandises arrivaient, celles qui devaient arriver, elles n'étaient pas prêtes, donc rareté de la marchandise et augmentation des prix. Et là, alors je ne sais pas aujourd'hui si l'effet logistique a disparu, s'il a été entièrement résorbé, j'en sais rien. Ça, c'est une question que je vous pose à tous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'effet logistique a disparu? Est-ce que la diminution de l'effet logistique va entraîner la diminution de l'inflation? C'est intéressant aussi. C'est très concret comme question. Hein.
Et enfin, la crise militaire, c'est celle de l'Ukraine, qui a été extrêmement intéressante comme analyseur de tout le système logistique mondial, aussi bien l'approvisionnement en énergie, les coûts liés à cet approvisionnement, que l'approvisionnement en matières premières. Et puis enfin, évidemment, la crise climatique. Et on voit bien dans les informations à la télévision ou à la radio, on assiste beaucoup sur tout ce qui est inondation et sécheresse. On sait aussi, grâce à la crise de 2007, où on a eu une crise de 2007, où on a eu un prix du pétrole qui est monté à peu près 149, 150 $ le baril de Brent. On a eu aussi une augmentation du prix du riz, qui est un marché très important mais très étroit, donc qui monte très vite. Or, dès qu'il y a augmentation du prix du riz, on a des risques de pénurie et de crise alimentaire dans la plupart des villes, notamment africaines. Donc, on est sur des bords là, de problèmes non négligeables. Là, c'est une photo que je vous mets. Ce n'est pas un avion qui lance des bombes. C'est en décollant de Singapour. Je partais de Singapour, je faisais une enquête sur l'alcool pour Pernod Ricard, et on partait à Taïwan et continuer l'enquête sur l'alcool avec mon collègue qui était un docteur chinois. Et en bas, c'est les porte-containers. Et là, il y en avait déjà pas mal, mais au moment de la crise, il y en a eu partout. Alors, j'adore ce schéma. Retenez bien une chose, le schéma n'est lisible que par celui qui le fait. J'ai enseigné 15 ans en école d'agriculture qu'avec des ingénieurs, ils me disaient pourtant, mais un bon schéma, c'est bien plus lisible, ou un bon tableau. Ah, je leur dis pour vous sûrement, pour moi non. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à lire ce schéma, c'est absolument normal. Mais, je ne vais pas le faire en entier, mais vous voyez ici, je cherche l'événement déclencheur de ce qui va transformer l'ensemble du système mondial ou français. L'événement déclencheur ici, c'est la crise du Covid, qui entraîne l'arrêt de la mobilité. C'est la première fois qu'on a, pour un anthropologue, une expérience de laboratoire, toute la mobilité liée aux énergies fossiles a été arrêtée. Qu'est-ce qui se passe quand la mobilité s'arrête pendant quelques mois? Et ça transforme la consommation vers le logement. Donc, quelque part, regardez ce que ça a donné, baisse de 5% de CO2 en 2020. Donc, quel est le point intéressant ici? Ça vous donne l'intensité, je cherche le mot exact, l'intensité de la contrainte qu'il faudrait exercer pour faire baisser de 5% tous les ans, ce qui est souhaité, pour faire baisser de 5% tous les ans l'énergie consommée dans le monde entier. Elle est énorme. Qui est prêt aujourd'hui à accepter ce genre de contrainte? Alors, on me dit, avec plus d'éducation, plus de communication, on pourra arriver à une espèce de contrainte volontaire. Oui, ça sera marginal. Ça sera marginal, à mon avis. Enfin, je peux me tromper. La crise du Covid a accéléré quelque chose de très intéressant, ça c'est pour d'autres choses après, le logement comme un hub domestique. Ça, c'est quelque chose que j'avais montré vers 2017, mais à l'époque, comme tout ce que je fais, je ne sais jamais si c'est vrai ou faux au moment où je le montre. Ce sont des signaux faibles. On ne sait pas s'ils vont se développer. Alors là, la crise du Covid-19 a complètement confirmé que le logement est devenu un hub domestique où on produit, on travaille, on cuisine, on achète, on consomme, on vend. Et ça fait le même formidable de transformation. Je ne sais pas s'il est bien ou mal, mais c'est vraiment un changement absolument énorme. Le transfert de la consommation de tout ce qui était lié à la mobilité, ça veut dire qu'on n'a pas pu aller acheter un certain nombre de choses parce qu'on n'avait pas de mobilité. Transfert vers la consommation du logement a entraîné une crise logistique, j'en ai pas tout à l'heure, qui a entraîné une pénurie de matières premières et d'énergie et de biens, qui a entraîné de l'inflation, qui à son tour a entraîné une crise, qui a entraîné une crise vers peut-être la guerre en Ukraine, peut-être la guerre en Chine et Taïwan, etc. Donc, vous voyez, l'idée ici, c'est que si on continue le cycle, on regarde en bas, on voit qu'après le Covid-19, remontée de 5% de CO2, et qu'avec l'inflation 2022, baisse de 10% en décembre de dépenses énergétiques. Vous voyez bien qu'à chaque fois, ce sont des phénomènes de contrainte très macro qui vont nous amener à changer de comportement. Donc là, il faut réfléchir, qu'est-ce qui est politiquement acceptable, quelque part, qu'est-ce qui est politiquement acceptable au sens le plus large du terme, en termes de contraintes, si on veut arriver à baisser, à être sobre en matière de CO2. Et retenez à gauche, ça j'adore, c'est Le Signe Noir, c'est un bouquin très connu de Nassim Nicolas Taleb, et si vous ne le connaissez pas, au moins je me sens utile. Quand je dis très connu, c'est pour
pour dire qu'il est connu dans les gens spécialisés. Mais c'est quand même vendu à plus de 8 millions d'exemplaires, donc je pense que c'est diffusé quand même assez loin. Le scie noir, en fait, c'est l'histoire de la dinde. Qu'est-ce qui veut dire, Philippe, peut-être? C'est l'histoire de la dinde de Russell. Russell, qui est un philosophe de 1930 à peu près, dit une dinde avait été nourrie pendant, mettons, 300 jours, donc elle avait une très belle série statistique qui ferait la joie d'un économiste. Et au bout de 300 jours, elle en conclut, grâce à cette belle série, les hommes sont bons. Sauf que le 301e jour était Thanksgiving, on la sort de sa cage et on lui coupe la tête. C'est une très belle métaphore pour montrer que si on veut comprendre le futur aujourd'hui, il faut changer la façon de le regarder, il faut le prendre que ce que j'appelle moi comme anthropologue un futur exotique, c'est-à-dire un monde inconnu. Et il faut des nouveaux outils et pas s'appuyer sur des séries. Qu'est-ce que c'est qu'une série face à la dinde de Russell ou au malheureux signe noir? Le signe noir, c'est l'idée que ce n'est pas parce qu'on a vu 9 signes blancs que le 10e sera noir. Donc c'est la discussion des séries. Il ne faut pas abandonner les séries. Il faut faire attention que la série ou les projections vers le futur sont impuissantes aujourd'hui, vu la complexité des chaînes de causalité, que je montre ici dans mon schéma compliqué. Je vais quand même garder celui-là, que ça c'est une démonstration que j'ai faite il y a 1 an pour l'Obsoco, que je l'adore, c'est parce que j'étais vraiment inattendu, ça c'est intéressant, c'est les fabricants de cercueils sont confrontés à la pénurie de bois. Une des conséquences de l'arrêt du confinement, ça a été qu'il y a eu un manque de bois. Et là, j'ai une photo que j'avais prise pendant une enquête aux États-Unis, en Arizona, où je ne connaissais pas le système de fabrication des maisons aux États-Unis. Et on comprend mieux maintenant quand on voit à la télé, vous savez, il y a un cyclone qui passe et c'est des allumettes après. Ben, quand vous regardez les maisons, vous comprenez très bien. Tout ça, c'est en bois. Et donc, quelque part, les Américains, quand il y a eu la reprise économique, ont acheté du bois. Les Chinois faisaient pareil. Et nous, on s'est retrouvés sans bois. Et donc, c'est les commerçants c'est les fabricants de cercueils qui se sont trouvés avec une pénurie de bois. Là, c'est intéressant comme exemple pour dire, on ne sait jamais, ou c'est très compliqué de prévoir, à travers toute cette chaîne de causalité, qui va être impactée négativement ou positivement. On peut aussi être impacté positivement. Donc, pendant l'arrêt de la mobilité, la production de CO2 a baissé de 5%. Là, j'adore ce schéma, je l'ai trouvé récemment. Il correspond exactement à un système d'action tel que je viens de le montrer, production, distribution, consommation, recyclage. Et j'ai pris des enquêtes qu'on avait faites. Par exemple, on a travaillé sur la viande, c'était pour l'ADEME, une comparaison entre la France et puis le Brésil. L'enquête est en bas, si vous voulez la retrouver, elle est sur mon site, je vous ai mis en bas, sur consommation et société, penser à la consommation, etc. On a rédigé l'enquête et on a regardé à quel endroit on produit du CO2. Mais c'est clair que pour la viande, c'est surtout au moment de la production de viande que l'on produit le plus de CO2, quand les vaches pâturent ou quand on les nourrit avec du soja. Par contre, au moment de l'usage, c'est pas là qu'on en produit le plus. Pareil pour les écrans, c'est pas le moment où on regarde la télé ou on regarde son écran de télévision qu'on produise le plus de CO2, c'est au moment où on les produit à base de terres rares, dont une grande partie se trouve du reste dans le Yunnan en Chine, qui contrôlait encore il y a 1 an ou 2, je ne sais pas où ça en est, 80% du commerce des terres rares. Hein. Donc c'est là que ça se passe. Par contre, si on regarde les data centers, c'est plutôt au moment du stockage. Là encore, je vous donne en question ouverte, j'arrive pas à savoir, j'ai des débats, enfin j'ai des informations contradictoires. Dans une enquête que j'avais faite notamment auprès d'une grosse boîte de télévision, la quantité de climatisation pour refroidir les data centers est absolument énorme. Donc, quelque part, le moment du stockage, de refroidissement est très, très important aujourd'hui. Récemment, j'ai visité une usine en Allemagne dans le cadre de mon enquête. Elle avait des data centers absolument énormes et aussi à refroidir. Par contre, si on prend le streaming, il semble que ce soit plus le moment de l'usage, parce que justement, ça utilise de l'énergie qu'il faut refroidir après dans les data centers, qu'il y a le plus de consommation de CO2. L'idée intéressante ici en termes pragmatiques, c'est que si vous voulez arriver à plus de sobriété, il faut analyser le système d'action ou ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, la CV, ou ce qu'on appelle la filière, là encore tous les termes sont valables. Il faut analyser, il faut reconstituer les étapes qui participent à la production d'un bien ou d'un service et analyser au fur et à mesure de ces étapes là où on consomme de l'énergie ou de la matière première sur lesquelles il faudrait être plus sobre.
Donc, ça aide aussi, c'est une méthode que j'appelle la méthode des Horaces et des Curiaces. Quand un problème est trop compliqué, il faut séparer les problèmes. Surtout pas avoir une approche globale. Il faut attaquer par un petit point, là où on a à peu près une marge de manœuvre, là où on a une prise sur la réalité, et puis petit à petit, aller voir si on peut aller plus loin. Mais si on commence à avoir une approche globale, on est découragé. Et j'ai un bon proverbe chinois que j'adore. Quand on est loin de la montagne, on ne sait pas où est le passage. C'est en avançant qu'on va se rapprocher de la et qu'on va trouver le passage. Donc, il faut continuer à avancer. Il faut continuer à faire nos petits trucs. C'est pas grand-chose. Et petit à petit, on va trouver des solutions. Vous voyez ce que je vous disais sur la sobriété des loisirs? C'est un petit truc qui m'est venu en travaillant pour préparer ça. Je ne sais pas ce que ça vaut. Peut-être que ça vaut rien. Peut-être que ça va donner des idées. Vous voyez, c'est comme ça qu'on avance. Et je vous ai rien dit de global qui vous enferme, sauf la méthode. Et c'est une méthode pour décomposer en réalité, celle des Horaces et des Curiaces, que je pourrais expliquer après. Voilà, ça c'est un exemple, c'est pas dans mon enquête. Dominique, vu on manque un peu de temps, je te propose, mais tu fais ce que tu veux. Je vais m'arrêter là, avec celui-là. Allez, sur 40, je veux bien 40, Non, 40, je vais 40, m'arrêter là. Je vais 40, 45, terminer. 45, si tu veux bien continuer sur cet aspect-là. Je vais m'arrêter à celle-là. Je vais m'arrêter à celle-là parce que c'est Non, la non, suite. moi je te propose vraiment d'aller sur la 44, enfin la 40 et la 44. Voilà. Mais celle-là, elle est fondamentale. Ok, alors t'arrêtes-toi sur celle-là. Très bien. Sur celle-là parce que c'est la plus importante. Après, la plus opérationnelle, on va dire. Ça roule, ça roule, ça roule. Voilà, quand je fais des enquêtes, voilà ce que je cherche. Je cherche les contraintes matérielles, sociales et symboliques. C'est-à-dire, je me dis, si je résume, hein, si un acteur ne veut pas changer, c'est pas je m'excuse de mon concept scientifique, c'est pas qu'il est con, c'est pas qu'il est conservateur, c'est pas qu'il comprend rien, c'est pas qu'il sait rien. J'ai fait tellement d'enquêtes où les gens savaient tout, mais ils voulaient pas changer quand même, que c'est pas ça le problème toujours. Ça peut être ça, hein. Parfois on ne sait pas. D'où l'importance des compteurs. J'ai bossé sur les compteurs, il faut savoir compter, d'où l'importance de Linky pour moi. J'ai découvert grâce à Jérémy, je ne savais pas que mon compteur Linky me donnait ma consommation par appareil ou type d'appareil par type d'appareil. Là, prenez par exemple les 5 contraintes matérielles, vous prenez l'énergie. Dans toutes les enquêtes que je fais depuis 3 ans, le risque que je vois pour tout le monde, c'est le risque de panne. Vous voyez, je suis dans les petits ronds, contraintes matérielles, c'est en haut, et j'en ai 5. Les 3 premières, c'est facile à comprendre. L'énergie, je dis toujours aux entreprises, mais c'est pareil dans les copropriétés, qu'est-ce qui se passe s'il y a une panne qui va durer 1 mois ou 2 mois? Comment vous faites? Alors là, c'est un vrai problème. Il y a 25 ans, c'était le congélateur le problème principal. Après ça, je vais prendre les 4 contraintes sociales et psychosociales. Là, vous retrouvez la charge mentale. Si vous augmentez la charge mentale, vous avez un vrai problème. Et enfin, les contraintes symboliques, vous pouvez les appeler symboliques ou imaginaires, peu importe. Si vous menacez l'identité professionnelle ou de genre, si vous, ce qu'on appelle la face, mianzi en chinois, eh ben, vous avez peu de chances de faire passer votre innovation. Ces 11 contraintes, il peut y en avoir plus ou moins, peu importe. Le grand intérêt, c'est que c'est un outil qui peut vous aider à mieux comprendre pourquoi les personnes que vous voulez aider à changer n'arrivent pas à changer. Ça, c'est vraiment applicable chez le consommateur final et c'est en partie applicable dans l'entreprise ou la distribution, mais en partie seulement. Je regarde ce que c'était que la slide 40, ça j'adore celle-là. C'est celle-là 40. Je regarde, ça c'est la guerre, j'adore cette carte. Ça, moi, c'était 44. Alors je reviens, hop, j'arrive, parce que je ne peux pas lire les numéros là. Celle-là peut-être. 44, c'était la sobriété dans la vie quotidienne. Pour changer les comportements et les modes de vie, il faut savoir ce que l'on consomme. Bon ben voilà. Ça, c'est pour moi, c'est le point effectivement intéressant. C'est que j'ai fait pendant 10-15 ans beaucoup d'enquêtes pour EDF. Donc, on travaillait sur les dépenses d'énergie, notamment le chauffage. Et il y a, en 95, quand on demandait aux consommateurs et consommatrices quelle est la dépense la plus importante d'énergie, ils nous disaient c'est la télévision. Pourquoi? Parce qu'elle restait ouverte tout le temps dans certains ménages. Or, ça consomme pas grand-chose. Et ils n'imaginaient pas que c'était le chauffage, l'eau chaude et la cuisine et la machine à laver le linge, pour prendre les 4 grands postes, et après ça, le sèche-linge, qui bouffe aussi pas mal. Donc, pour moi, c'est très important aujourd'hui, quel que soit le problème posé, en termes de sobriété, de mettre en place des instruments de mesure pour qu'au moins les gens sachent
combien ils consomment de quoi que ce soit, pour savoir comment on peut diminuer ou pas. S'il n'y a pas d'instrument de mesure, mais il y a une ambiguïté, on ne pourra pas faire grand-chose, mais il y a une ambiguïté qui est normale. Un instrument de mesure, c'est aussi un outil de contrôle social. Moi qui travaille beaucoup avec la Chine, c'est exactement ce que fait la Chine. Elle a mis en place des paquets d'instruments de mesure et de contrôle social sous prétexte de santé, d'éviter les vols et je ne sais pas quoi encore. Voilà. On va s'arrêter là. Regarde, c'est autre chose. Voilà. Et ça, c'est une photo que j'ai prise, je vous la donne quand même, c'est un fun. Enfin, c'était pas en 72. J'étais jeune enseignant à Madagascar et j'étais à 20 mètres du coup d'État. À l'époque, j'étais assez inconscient, je sortais de mai 68. Et c'est aussi important, j'observe toujours les mouvements sociaux, le poids de l'armée, etc. C'est important pour comprendre qu'est-ce qui peut se passer. Merci pour votre attention, comme on dit. Je vais fermer le... Merci Dominique. You're welcome. Effectivement, je voudrais retrouver pour avoir ton visage. Je vais faire comme ça va se faire sauter. Tac, tac. J'agrandis ça. Voilà. Non. Voilà, ça y est. Voilà, parfait. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Je suis épuisé. Ça dépend de l'énergie de faire ça. Hein. Ah, merci. C'est vrai je dois te remercier. Ah, mais c'est bien. Non, c'est pas. Je me plains pas. Hein. Je trouve que c'est intéressant. C'est bon signe. Hein. C'est assez rare d'avoir des gens qui nous permettent de prendre autant de recul sur le contexte dans lequel chacun d'entre nous agit et interagit. Et on est tous dépendants de ce contexte qui pèse sur nous et qui est aussi un enjeu suprême dans nos changements de comportement. Je suis OK pour vos questions. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup ce que tu dis. Dans le chat, j'ai remarqué pas mal de personnes. Donc, je vous propose de lever le bras ou de lever la main. Il y a peut-être qui n'aiment pas non plus. Hein. Pardon? Il y en a peut-être qui n'aiment pas ce que j'ai dit non plus. Ça peut Ah arriver. oui, c'est vrai que bon, on n'est pas... Il y a les deux normalement. Si le monde est bien fait. Il y a les deux. Donc, il y a Bertrand qui a levé la main. Bon, vas-y, Bertrand. Oui, vous m'entendez? Oui. Vous avez fait une remarque, en fait, vers le début, sur le fait que, finalement, une contrainte très forte était les revenus et que, effectivement, les pauvres étaient vraiment sobres et qu'il y avait un problème à partir de la classe moyenne et classe supérieure, donc les plus riches. Alors moi, j'ai bien aimé effectivement dans mon échange avec Dominique cette idée de revisiter la contrainte sous le prisme les économistes versus les anthropologues. Et je trouve que c'est vraiment une question super intéressante, Bertrand. Dominique, vas-y. Et juste pour ajouter quelque chose, d'expérience personnelle, c'est vrai que les périodes où j'ai peu d'argent, je n'achète quasiment rien d'autre que ce qui m'est vraiment indispensable. Et dès que j'ai un peu plus d'argent, je suis tenté en fait d'acheter d'autres choses. Donc, l'immense question on va prendre ta question de deux façons. D'une part, peut-être revenir sur cette notion de loisir qui était un peu impertinente de la part de Dominique, que je perçois comme étant moi ce que j'appelle le confort réel et le confort perçu, ou en tout cas l'oisiveté. Mais on peut revenir sur cette notion-là. Et deuxièmement, effectivement, finalement, les dépenses contraintes des ménages, ça existe et l'infirmière a besoin de mettre de l'essence dans sa voiture parce qu'elle habite en périphérie et c'est une dépense à la fois, c'est nécessaire pour exercer son métier et subvenir à sa famille et personne n'a le droit de revenir là-dessus. Donc, deux questions en une pour toi, Dominique. Merci, Bertrand. Moi, je n'ai pas de réponse. Je trouve que Bertrand a tout dit. Ah, bon, il n'a pas d'argent, il ne dépense pas. J'ai participé à des émissions à la télé sur le minimalisme que je trouve un peu spécial parce que c'est pas le minimalisme, c'est volontaire. Alors que ce que tu dis, Bertrand, c'est que toi, quand tu n'as plus d'argent, ce n'est pas forcément volontaire. Tu dépenses moins sous contrainte de manque de pouvoir d'achat. Dans le minimalisme, ça correspond peut-être plus à des mouvements qu'on retrouve à travers l'histoire occidentale, notamment ce qu'on appelle le monachisme, c'est-à-dire ça a apparu vers le IVe siècle, il y en a eu sûrement avant aussi, c'est des gens qui se retiraient dans le désert et qui abandonnaient tous les biens de consommation, il y a eu Saint François d'Assise, etc. Donc, il y a une tradition, mais sur le reste,
la contrainte de pouvoir d'achat est très forte et les dépenses contraintes, par exemple, vers 2010-2011, on a eu un chiffre global sur plusieurs consommations, dont ce qu'on pourrait appeler la dépense numérique. Vous vous souvenez peut-être, une façon de parler, c'est de la rhétorique, hein. Vous vous souvenez sûrement, comme dit Edouard qu'on s'en souvient pas du tout, mais peu importe, vous vous souvenez sûrement qu'en 1960, ça représentait 0,5% des budgets familiaux, puisqu'il n'y avait pas de numérique. Mais là-dedans, on comptait le téléphone, par exemple. En 2010-2011, on est monté à peu près à 8% en moyenne, et chez les plus pauvres, on montait à 17%. Ça, pour moi, quand je vois que chez les plus pauvres, leur consommation dépasse la moyenne, c'est que c'est une dépense contrainte. C'est un indicateur. Après, il faut chercher, hein. Donc, ça veut dire que les gens plus pauvres ne peuvent pas, sont contraints de dépenser pour acheter des téléphones à leurs enfants, des ordinateurs, des jeux vidéo, etc., etc. C'est une contrainte sociale. Alors, on peut dire que c'est du luxe. Moi, j'ai du mal à dire ça. J'ai toujours un peu de mal à fixer aux autres ce qui est du luxe ou pas du luxe. Ça me pose toujours problème. C'est pas à moi de le dire. C'est pas à nous de le dire. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. J'ai bossé sur le surendettement. Les gens disaient, mais ils n'achètent pas le nécessaire. Peut-être. Mais les raisons du surendettement relèvent d'un autre ordre que le nécessaire ou le luxe. C'est des problèmes identitaires, souvent. Enfin bon, peu importe. Voilà, mais j'ai pas plus de réponses. Non, en fait, ma question, c'était pas ça. C'était est-ce que la solution la plus puissante, c'est pas de réduire les revenus de la classe moyenne et des classes supérieures, et notamment, par exemple, des retraités, une partie des retraités, ceux qui ont les revenus les plus élevés, qui sont beaucoup trop riches, dans le sens où ils achètent des SUV, ils font des croisières, et là, on est vraiment dans la civilisation du loisir. Est-ce que finalement, on n'aurait pas intérêt à avoir une fiscalité beaucoup, beaucoup plus élevée pour retirer ces revenus-là, pour éviter une consommation totalement destructrice, on va dire, pour les ressources. Etc. Alors, en termes macroéconomiques, c'est-à-dire si on regarde juste les grandes quantités, oui, on peut dire ça. En termes politiques, si vous commencez à faire ça, vous perdez votre président, votre majorité, ça c'est sûr. C'est ça la contrainte. La contrainte, c'est pas la bonne idée, hein. Et puis alors, qui c'est qui vote aujourd'hui? C'est justement ceux à qui vous voulez faire baisser le pouvoir d'achat. Alors, je ne sais pas quel gouvernement va faire ça. Peut-être qu'il faut être courageux, comme on dit. Bon, on est toujours courageux pour l'autre, hein. La Rochefoucauld disait aussi l'autre phrase du genre « on a toujours assez de force pour supporter les maux d'autrui ». Bon, d'accord. Non, mais cela dit, ce que tu dis me paraît quand même important. C'est quand même bien là que ça se passe. Comment faire? Avec quelles contraintes? Je pense qu'il faut y réfléchir. Est-ce que c'est utile de faire ces croisières? Ça pose une question. Est-ce qu'il faut tous ces temps de loisirs sont des temps de consommation? C'est bien la question que je posais à travers la sobriété, le loisir. Et je trouve que tu as bien compris ce que je voulais dire. Et je ne pensais pas que moi qui suis dans les personnes âgées à revenus élevés, ça allait se retourner contre mon revenu. Mais bon, j'accepte. Mais c'est pas faux, hein. C'est la revanche des jeunes qui bossent. Il y a une question de Marie-Christine. Avant de poser la question, de permettre à Marie-Christine de poser sa question, je voudrais te poser la question de la marge de manœuvre, justement. Quelle est cette marge de manœuvre que nous avons? Elle n'existe pas en soi, hein. Une marge de manœuvre. Quelle est cette marge de… Comment appréhender cette notion de marge de manœuvre entre des dépenses contraintes, des contraintes géopolitiques? Quelle est notre marge de manœuvre? Et la marge de manœuvre, si je prends un exemple simple, encore, parce qu'on a que des exemples simples, hein, donc c'est plus complexe souvent, mais la marge de manœuvre qu'on a, si par exemple, quand on regarde qu'on a baissé la consommation d'électricité de 10% au mois de décembre, apparemment, ça correspond assez bien à la classe moyenne supérieure, qui a pu passer de 20-21 degrés à 19 degrés. Parce que quelque part, sa marge de manœuvre lui permettait d'aller à 19 degrés. Ceux, par contre, qui sont à 10, 12 ou 14 degrés, ça existe, hein, leur marge de manœuvre est zéro. Donc là, c'est à chaque fois, pour moi, une marge de manœuvre n'existe pas en soi. C'est ça que j'appelle l'effet de situation. C'est un autre mode de raisonnement que le raisonnement par corrélation. C'est en fonction de la situation, quelles sont les contraintes qui pèsent sur les acteurs. C'est pour ça que c'est très long à trouver.
Alors qu'une corrélation, c'est assez facile à trouver. Si on a un bon questionnaire qu'on passe assez vite, en normalement 15 jours, 3 semaines, on a un sondage. Même en plus vite, ça va très vite maintenant un sondage. Par contre, analyser les marges de manœuvre à une échelle plus mésosociale ou microsociale, ça demande d'aller chez les gens, ça demande de les interviewer, ça demande beaucoup de temps. On peut faire ça un peu plus vite, mais ça demande du temps et de l'argent. Ce qu'on dit là remet un petit peu en question les approches de type de tonnes, où on prend l'ensemble des émissions de CO2 et qu'on les divise par le nombre de personnes dans un pays et qu'on dit chacun doit réduire de temps. Non, mais ça, c'est très intéressant de savoir ça. Ça, c'est une norme. Là, on crée une norme. Est-ce que cette norme va nous amener à changer? Non. Mais au moins, on sait. Alors après ça, il faut un instrument de mesure. Moi, il faut que je regarde, est-ce qu'avec mon compteur Linky, je vais pouvoir baisser je ne sais pas quoi. Pour moi, j'ai aucune idée. Hein. Vraiment, sincèrement, aujourd'hui. Ça donne une norme ou un objectif vers lequel tendre. Mais l'objectif, si j'ai pas de quoi mesurer, si j'ai une contrainte de pouvoir d'achat, si j'ai pas d'instrument, je vais pas y arriver. Et puis, ça va peser. Est-ce que ça va peser sur les 1% plus riches? Qui eux consomment, enfin, je sais pas s'ils consomment le plus en réalité. Je pense que les 1% plus riches investissent beaucoup en réalité. Je pense qu'il y a une part. Leur consommation, leur impact Oui. est À mon avis, leur impact n'est pas aussi gros que le pense Mélenchon. Mais non, il est considérable. Je donne la parole à Marie. Considérable sur quoi? Sur l'impact CO2, il est considérable. Et par quoi? Par quel effet? Ça, c'est intéressant. Par l'effet de leur consommation, par l'effet de leurs investissements. Investissement, oui. Marie-Christine et après Mathieu qui a posé une question dans le chat. Oui. Donc, alors, vous avez parlé, donc vous êtes anthropologue, ça veut dire que vous avez une vision plutôt systémique dans votre façon d'analyser les choses. Et je suis un collectif, une association qui s'appelle The Other Economy et qui essaie de renouveler, si on veut, la pensée économique pour essayer de proposer un renouvellement des théories du 18e siècle. Et il y a toute l'histoire de la finance verte dont on entend beaucoup parler, donc qui a été critiquée parce que même si on sait qu'il faut que les flux financiers aillent vers le changement, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai The Other Economy en tête. Je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce que vous connaissez The Other Economy ou pas? Pas du tout, pas du tout. C'est pas important dans ta question. Amène ta question. Alors, ma question, en fait, c'est parce que donc, je continue. Il y a Aurore Stéphan qui est géologue et qui est concentrée sur l'industrie minière et qui parle de l'augmentation de la demande sur l'industrie minière qui fait en sorte que la transition, selon elle, est irréaliste. La notion de transition est impossible à réaliser pour des questions purement matérielles. Et il y a Jean Covici qui dit que la quantité d'énergie disponible va diminuer. Donc, de toute façon, systémique, les choses vont être amenées à être sous tension. Puis, tout à l'heure, vous nous parliez de votre théorie de l'échelle. En fonction du niveau où on se situe, en fait, on peut prendre le problème à différents niveaux, l'échelle individuelle ou collective. Puis, vous disiez que la pensée systémique, c'est de prendre les choses si on veut, par bloc, plutôt que de se concentrer sur l'ensemble. Donc, moi, si j'essaie de relier ces choses-là, je me dis, mais en fait, la question qu'on essaie de se poser, qui est d'ordre collectif, est-ce que, selon vous, actuellement, la pensée est actuellement beaucoup focalisée sur l'économie et les flux économiques. Est-ce que, selon vous, on peut vraiment transformer la pensée économique, la théorie économique? Et est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se focaliser sur des facteurs d'ordre anthropologique, c'est-à-dire plus sur le comportement humain et ce qu'on peut faire à notre échelle? Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que j'essaie. Oui, ça c'est une question qui n'est pas, enfin, il y a deux dimensions dedans. Il y a la discussion sur la pensée économique, et c'est vrai que comme anthropologue, c'est quelqu'un qui est très sensible aux analyses de l'économie concrète plus qu'aux débats théoriques. Je trouve qu'il y a un tas de débats de macroéconomie qui sont surréalistes.
c'est-à-dire qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Ce débat que j'ai entendu sur savoir si c'était plutôt Ricardo ou je connaissais pas l'autre qui était responsable. C'est plutôt la théorie de Ricardo ou la théorie de l'autre économiste qui s'appliquait à l'inflation. J'ai trouvé ça surréaliste. C'est des batailles théoricistes pour moi. Moi, j'adore la théorie, mais c'est une théorie quand elle est inductive, quand elle part de la réalité. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Ce que j'aime, moi, c'est le CERFI. Pourquoi j'aime le CERFI? Parce qu'à chaque fois, j'ai une analyse concrète de l'économie. On me parle de l'inflation, de la crise monétaire, il y a des chiffres économiques, c'est pas ni une théorie libérale, ni une théorie étatiste, on essaie de tenir compte de tous ces facteurs. Donc déjà, ce que je trouve intéressant, c'est de discuter, est-ce que l'économie décrit des phénomènes concrets dans lesquels on mélange à la fois des jeux d'acteurs, c'est-à-dire il y a des entreprises, il y a de la distribution, il y a des consommateurs, il y a des intermédiaires, il y a des gens qui font… Tout ça, c'est des acteurs sociaux, ce qu'on appelle. Bon, et tous ces gens-là négocient. Une chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre, le jour je faisais un petit mot à Philippe Gossman, parce que j'arrivais pas à comprendre les règles de la négociation. Pour moi, c'est extrêmement important, ces règles de la négociation. C'est là que ça se passe, l'économie. Elle n'est pas dans le ciel, l'économie. Ça, c'est un premier problème. Donc là, alors, le débat qui est derrière aussi, c'est ce qu'il faut, par exemple, passer du taux de PIB à un taux de bonheur, je sais plus comment il s'appelle. Bon, pareil, le coefficient de Gini est très intéressant. Ça, je suis d'accord. Il y a des débats à avoir sur les coefficients ou les indicateurs qu'on va utiliser pour mesurer la croissance, le bonheur, etc. Ça, je trouve ça très intéressant. C'est pas à ma portée parce que je suis pas un économiste et là, j'ai pas les données pour le faire. Hein. Mais je trouve ça intéressant. Le deuxième problème, c'est celui que je pose. Moi, vous voyez bien que je ne me pose pas en termes normatifs. C'est-à-dire, la question que je me poserais, c'est qu'est-ce qui fait que les économistes ont intérêt ou pas intérêt à changer de système d'évaluation ou de système économique ou de pensée économique. Si je suis à l'université, je vois qu'ils n'ont strictement aucun intérêt à changer leur théorie économique puisque toute leur carrière va être fondée sur la théorie qu'ils défendent et que je vous donne un exemple très concret pour comment j'explique moi pourquoi ça ne change pas à l'université en matière de théorie. Parce que toute leur carrière va être fondée ils appartiennent à la, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, enfin, mettons à la commission 20 ou à la commission 40, j'ai oublié pour les économistes, moi je suis dans la 19 ou dans la 20, je ne sais plus, et nos carrières sont évaluées par rapport aux théories qu'on développe. Et les gens qui nous évaluent ont eux-mêmes des théories. Donc, c'est des batailles de théorie, ça n'a pas grand intérêt pour moi. Par contre, si on sort des économistes universitaires, je trouve qu'il y a plus de marge de manœuvre. Et ce que vous faites, vous, me paraît plus intéressant. Simplement, ça aura du mal à sortir parce qu'il va y avoir, tout le monde va les contrer. Vous avez des gens aussi comme les économistes atterrés. Moi, j'aime qu'à moitié parce que je vois pas très bien où ils vont avec leur atterration et je me dis, ils font que dénoncer et je vois pas très bien ce qu'ils comprennent du problème. C'est ça. Bon, moi, je cherche toujours à comprendre, est-ce que les gens qui veulent aboutir à un résultat que je trouve plutôt positif, par exemple dénoncer l'injustice, moi je trouve ça normal, ça ne me choque pas du tout. Encore faut-il qu'on ait une compréhension des sources de l'injustice ou des sources des problèmes. Je ne les ai jamais, j'ai que des yaka faucons, donc ça ne m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que je cherche les contraintes. En cherchant les contraintes, je vais comprendre pourquoi des économistes ont intérêt ou pas intérêt à changer. Quand je regarde la négociation entre distribution et entreprise, je comprends très bien les intérêts de chacun. Et chacun va essayer de faire croire que c'est l'autre qui est tordu, alors que les deux sont Merci tordus. Dominique. On va essayer de garder des réponses courtes pour permettre un petit tour de table avant de se dire au revoir. En tout cas, sur ce sujet-là, effectivement, il y a différents niveaux de réflexion entre l'individuel, le social et le méso, quoi. Ça, c'est micro, macro, méso. Et donc, tout est important et il faut effectivement arriver à tout connecter. Et il n'y a pas de science supérieure aux autres. L'économie n'est pas supérieure à Ça se saurait. l'économiste n'est pas supérieur au sociologue, qui n'est pas supérieur à l'anthropologue, et ils devraient plus communiquer entre eux. Ça nous aiderait tous grandement. Qui d'autre a une petite question à poser? Peut-être Séverine qui parlait effectivement de son étude sur les riches. Mathieu posait une question sur aussi. Oui, moi je veux bien juste intervenir. Je connais bien Dominique, dont j'ai été une des élèves. Hein, donc, et d'ailleurs, Une j'apprécie. très bonne élève.
La meilleure. J'apprécie toujours de l'écouter et ce décentrage. Après, juste, je voulais réagir sur les ultra riches parce que je sors d'une étude pour Hermès, voilà, sur cette population. Et c'est vrai que comme d'autres marques de luxe, Hermès se porte très, très bien, hein, avec des bénéfices encore records, un chiffre d'affaires en hausse de 30 à 40%, des pénuries sur ces produits phares, mais vraiment des pénuries, ils n'ont plus rien dans leur tiroir. Et vraiment, quand on observe en boutique les comportements, quand on revient, il y a eu après la période Covid, il y a eu un gros effet rebond et une surconsommation de produits de luxe. Et même en termes de représentation, en tout cas sur cette population, hein, qui est aussi quand même dans une certaine forme d'ostentation, on va dire pas pour tous, mais pour certains, c'est évident qu'on est dans l'hyperconsommation et il faut non seulement avoir certains produits phares de la marque, mais consommer. Et j'ai même assisté, pour te dire, à des ventes FaceTime, hein, qui était vraiment une innovation pour la marque, qui ont débuté en fait pendant le Covid, donc contrainte de fermeture des magasins. Et j'ai assisté à des ventes où, que ce soit en France, mais surtout plus chez les Américains et aussi chez les Chinois, il y avait des ventes qui se montaient à 100 000 euros, 150 000 euros en 2 heures de vente avec un vendeur sous une forme très personnalisée. Mais on atteint des montants en un seul achat qui sont absolument pharaoniques. Sur l'Asie, hein, c'est ça, ou sur la France? Sur l'Asie, les États-Unis, mais sur la France aussi, il y a un rebond de consommation. Le secteur du luxe se porte très, très bien. Et moi, je n'ai pas du tout noté, même en termes de représentation, d'inclinaison de discours allant vers la sobriété et la modération dans les achats. C'est un peu rageant, hein, parce que nous, on est là, nous, à se poser la question de la contrainte et de comment on fait, et tout le monde ne se la pose pas. C'est un peu énervant. Ah ben, en tout cas, là, il y a eu vraiment un contournement de la contrainte de la fermeture des magasins avec du coup des ventes digitales en hausse et même des ventes personnalisées par les nouveaux outils que sont la visio, avec recréation de linéaires en visio, linéaires personnalisés pour ces hyper clients, ces VVIP clients comme ils les appellent. Mais je ne note pas, moi, du tout de déconsommation ou de consommation plus modérée. Enfin, on est très, très loin de la sobriété. Et après, Non, j'avais les produits de luxe deviennent de plus en plus brandés avec vraiment, on voit même plus le produit tellement il y a des logos dessus, quoi. Donc, Oui, très, mais très ostentatoire, hein. alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi le cas pour une marque qui était plutôt dans la discrétion et l'idée du juste milieu, de la bonne bourgeoisie comme Hermès, hein, puisque c'est une marque très, très française qui est détenue par la famille. Mais même sur ces marques-là, il y a effectivement un effet d'accumulation et voilà, sans être dans l'ostentation du logo non plus. Mais ça continue. Et j'avais juste une petite réflexion pour ne pas être longue, puisque Dominique citait Graeber, l'anthropologue qui est décédé d'ailleurs, je crois, Oui, récemment, oui. récemment, et voilà, qui effectivement a analysé, enfin qu'on dit anthropologue de l'anarchie. Et voilà, juste Dominique, Graeber a des développements qui sont très, très intéressants sur la notion de marge de manœuvre et aussi de considérer les marges de manœuvre comme un jeu à l'intérieur des contraintes. Et il parle aussi vraiment cette vision même de l'anarchie, enfin en tout cas de la liberté. Pour lui, ce qu'il appelle liberté, je sais que tu n'aimes pas ce mot-là, tu lui préfères justement marge de manœuvre, mais c'est toujours un jeu à l'intérieur de règles. Et voilà, donc lui, il s'intéresse à la subversion, que toi, tu nommes peut-être réinterprétation à certains moments, mais vous avez peut-être plus de points communs que tu ne le penses. Voilà. C'est vrai que J'ai lu tout Graeber, hein, ou presque. c'est vrai que je sens que Dominique est un rebelle déguisé. Donc, mais intéressante question sur la liberté versus marge de manœuvre. Allez, Dominique, donne-nous tout ce que tu as. Non, j'ai pas de. Moi, pour moi, en fonction de l'échelle d'observation, j'ai donné une image. Enfin, je sais pas si elle est simple du reste. Plus je monte vers le macro, moins je vois de liberté, puisqu'on est sur des régularités statistiques. Quand j'arrive à une échelle plutôt micro-sociale, celle des jeux d'acteurs, je vois des marges de manœuvre. Quand j'arrive sur l'individu, je vois de la liberté.
dès que je commence à descendre vers la psychanalyse, la liberté diminue et quand je suis en génétique, pareil, j'ai des régularités. Donc, pour moi, la liberté est un effet d'observation, point. Et elle est vraie, vue d'un angle. Mais en fonction, si on change quelqu'un comme Crozier, par qui j'ai été formé, lui croyait beaucoup à la liberté. Moi, j'y crois moins que lui, voilà. Mais bon. Mais c'est vraiment des effets d'observation pour moi. Et moi, je lis beaucoup Graeber parce que je pense que c'est quelqu'un de compétent en matière anthropologique. Mais je ne le suis pas sur ses conclusions normatives, c'est tout. Ça, c'est normal. Je veux dire, normal au sens… moi, ce que je trouve intéressant en général dans un auteur, c'est pas ce qui est normatif ou c'est pas cette théorie générale auquel je ne crois pas, c'est ce qu'il a su décrire. Scott, que j'ai lu plus récemment que Graeber, j'ai pas lu le dernier en entier parce j'étais un peu pris par le temps, mais Scott décrit très très bien les sociétés de chasseurs-cueilleurs avant l'arrivée de l'État mésopotamien. Et c'est tout à fait remarquable. Il va montrer par exemple qu'on pouvait devenir agriculteur, puis redevenir chasseur-cueilleur, puis redevenir agriculteur, contrairement à ce qu'on nous a appris en archéologie. Graeber, je n'ai jamais compris pourquoi il veut absolument démontrer qu'il n'y a jamais eu de troc. Ça, je comprends pas. C'est d'après que je comprends pas. Mais c'est pas que c'est faux, hein. C'est que je le comprends pas, le problème. Pour moi, il y a toujours eu du troc, mais c'est pas, ça me dérange pas. Lui, ça le dérange. Bon, il a attaqué les bullshit jobs. Je trouve qu'il a pas tort qu'il y ait des bullshit jobs, hein. Mais ça décourage un peu tous les gens qui ont des bullshit jobs. Alors après ça, enfin bon. Mais j'ai pas. En tout cas, Je suis pas anarchiste. Dans ton approche, que je trouve vraiment intéressante, c'est intéressant d'ailleurs, c'est la notion de contexte qu'on oublie souvent dans le comportement humain. Il y a un contexte. Et ce contexte nous conditionne. Il nous aide, il nous limite, mais il nous conditionne. Donc, on n'est pas totalement libre de nos actions, libre d'agir, libre de changer. Il y a la contrainte. Et cette contrainte, elle peut être à notre service. Il y a des contraintes qui sont de l'ordre de survivre, de bien vivre, d'éviter des maladies ou des problèmes. Et ça, c'est quand même honorable et il faut le reconnaître. Enfin, nous sommes fragiles en tant qu'êtres humains vivants. Et les autres non-humains aussi sont fragiles. Donc, il y a des contraintes. La vie n'existe pas sans contraintes. Et il y a des contraintes aussi qui pèsent sur nous, qui font que même si on veut agir, on ne peut pas toujours. Mais on peut tendre vers ça. Et c'est vrai que par contre, je suis un peu inquiet quand tu dis que la liberté peut plus ou moins exister au niveau individuel, mais plus on monte dans le niveau maso et économiste et sociopolitique, moins il y a de liberté. Ça m'inquiète sur ça, parce que la sobriété est un enjeu politique. Là, on le voit sur le sujet des ultra-riches. On ne peut pas demander à certains de faire des efforts alors que d'autres n'en font pas. Je ne vois pas le rapport entre les échelles d'observation et ça, par contre. Alors, je suis inquiet sur le fait que, je m'interroge sur le fait qu'il pourrait y avoir une certaine liberté individuelle, mais que plus on regarde au niveau sociétal ou macroéconomique, moins cette liberté existe. Ça veut dire que parce qu'on la voit pas, on la voit pas. Je ne la vois pas, mais j'espère qu'elle existe. Parce que si on n'en sait rien. Non, le macro n'est pas la politique. Hein. La politique, c'est un système d'action, c'est du méso social, la politique. On confond souvent macro et central. Pas du tout, hein. La politique, ça rentre tout à fait dans le jeu des systèmes d'action et des marges de manœuvre. Le macro-social, je le réserve aux analyses statistiques. C'est-à-dire, je sais pas, le CREDOC, l'INSEE, où il n'y a pas d'acteurs. On voit pas de liberté, on donne des pourcentages, etc. Ipsos, je sais pas, enfin tous les gens qui font des sondages ne sont jamais sur l'individu, donc ils sont pas sur la liberté, ils sont sur des pourcentages. C'est ça que je veux dire, c'est un problème d'observation là. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la politique. C'est ça pour ça que je ne comprenais pas la question, mais la politique c'est l'art des marges de manœuvre. Hein, il n'y a que ça. Il n'y a rien de déterministe en politique, sauf les contraintes qui nous pèsent dessus, mais la politique n'est pas le macro, pas du tout. Hein. Moi, je la vois au niveau macro, mais bon, c'est… Le macro, je le laisse. Oui, ça, on peut le faire si on a envie, mais dans mon modèle à moi, le macro, c'est vraiment un problème c'est l'épistémologie. Hein, c'est un gros mot pour dire une chose simple. Si j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on connaît et comment on le connaît. Et quand on travaille à travers les chiffres, ce que j'appelle les corrélations, dans le cas présent, quand on travaille par corrélation, on ne travaille pas sur les individus et on ne travaille sûrement pas sur les jeux d'acteurs. Est-ce qu'une enquête de l'INSEE ou les sondages de l'IFOP travaillent sur les jeux d'acteurs? Non.
Ça a des effets sur les jeux d'acteurs en termes d'information, mais ça ne dit rien sur les jeux d'acteurs. Ça nous donne les pourcentages d'opinion, les pourcentages. Ce que fait l'Obsoco, il n'y a pas un jeu d'acteurs. Et les jeux d'acteurs, c'est une approche système, alors que les sondages, c'est une approche par corrélation. C'est ça, c'est des modes de raisonnement différents et d'observation différents. Ce que je dis là n'est pas simple, hein, je le reconnais volontiers. C'est juste que dans ma graduation, c'est un peu ton schéma tout à l'heure où on ne retrouve plus l'individu. C'est-à-dire qu'on regarde d'un côté l'individu et puis dans certaines échelles, l'individu disparaît. Et pour Voilà. moi, effectivement, dans la vision économique, l'individu disparaît. Bon, Exactement. dans l'individu, dans la notion politique, peut-être que l'individu continue à exister, Eh oui. mais quand Non, même, il est plus faible. aujourd'hui, C'est les groupes il est sociaux moins qui présent. existent. C'est les groupes sociaux qui existent. Alors, les En groupes sociaux. politique, c'est les groupes sociaux. Ah, L'individu donc n'est tu pas mets très la présent. politique au niveau des groupes sociaux, d'accord. C'est les groupes de pression, c'est les batailles, hein, c'est les acteurs. Là, je sais pas, tu prends la consommation, tu as les distributeurs, les transporteurs, les entreprises, les journalistes, les médecins, enfin, tu as tout là, c'est les batailles. Ça, c'est vraiment l'analyse de ce qu'on appelle le système d'action. Je revois ma cartographie. Est-ce que quelqu'un a une question à poser avant qu'on se quitte? Je vois Huguette, je vois Philippe qui ont mis leurs vidéos qui sont quand même un peu au taquet. Oui, Mathieu Tussaud, là, j'avais juste Mathieu, une oui. question Alors, oui. tout à l'heure, mais c'était juste une question sur les outils. Vous parlez, alors j'ai super apprécié la présentation. Vous parlez que quand on a un problème, il faut le découper en petits Oui. éléments élémentaires. Et puis, moi, depuis que je travaille sur la sobriété, j'entends surtout qu'il faut avoir une approche systémique. Comment on réconcilie les deux? C'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, une approche, par exemple, si tu prends le tableau que j'ai montré, enfin le schéma que j'ai montré tout à l'heure, l'entreprise, le transport, le stockage, consommation, ça c'est un système. Et découper le problème, c'est pas, j'ai pas dit qu'il fallait découper en structure élémentaire, c'est pas mon mot, mais c'est pas grave, on peut Oui. le faire si on veut. C'est juste dire, ben, on va regarder au niveau de la production. Par exemple, si je prends le cas de la viande, je vois bien que c'est peut-être pas la peine d'aller se battre du côté du consommateur pour être plus sobre, parce que c'est pas là qu'il y a le plus de production de CO2. Par contre, ayant décomposé à travers tout un itinéraire, c'est ça l'itinéraire. L'itinéraire sépare les problèmes. Si séparer les problèmes pour les rendre plus abordables, eh ben, je sais que le problème, il est du côté de la production, du côté de l'industrie, du côté même de l'extraction des terres rares. Et c'est pas sur le consommateur qu'il faut faire peser le poids de la baisse de CO2. Dans les grands débats politiques aujourd'hui, c'est bien au centre. C'est-à-dire, est-ce que c'est le consommateur qui est le responsable principal de la production de CO2, ou bien est-ce que c'est la production ou la distribution? Et je trouve que souvent on se trompe parce qu'on n'a pas analysé justement, c'est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, que je trouve très intéressante, que moi j'avais appris, je sais pas, il y a peut-être 40 ans, en travaillant sur le tiers-monde, où on travaillait par exemple sur les filières de café entre le café du Côte d'Ivoire et en France. Et on analysait justement la valeur tout au long de la filière, qu'est-ce qui était payé aux paysans, qu'est-ce qui passait en transport, qu'est-ce qui passait en transformation, puis en distribution, et comment ça arrivait au consommateur final. Et donc, on va séparer les étapes. On va voir qui gagne plus d'argent, qui consomme plus de CO2. C'est ça, séparer les problèmes. Et les approches plus globales qui ont été citées, comme celle de Jancovici, où on fait des moyennes, elles nous donnent un ordre de grandeur. C'est déjà intéressant. Mais on sait très bien que le raisonnement en moyenne, c'est aussi une erreur. Le raisonnement en moyenne nous donne des ordres de grandeur, mais nous empêche de voir, par exemple, quand on dit aujourd'hui, ça fait ça, ce qui est vrai en moyenne, le pouvoir d'achat a augmenté, peut-être qu'il y a un petit arrêt vers 2020, je ne sais plus très bien peut-être, mais si on prend les 10 déciles comme on fait à l'INSEE entre les 10 plus riches et les 10% les plus pauvres, on constate que les plus pauvres, ils ont perdu leur pouvoir d'achat à partir de 2000, où ça a baissé. Donc, vous voyez bien, l'idée, c'est de combiner des outils et de se dire, tiens, la moyenne, ça va me servir à ça. Les 10 déciles, ça va me servir à ça. L'approche entreprise, voilà, c'est en fonction du problème qu'on se pose, on multiplie, on ne peut pas en avoir le plus de 3 ou 4, à mon avis, hein, c'est déjà pas mal. Mais ou alors on se met à plusieurs, avec plusieurs outils. Non pas pour dire on va tout globaliser, ce que font souvent les gens, mais ce qui ne sert à rien, ça fait un boogie-boulga inutilisable, mais pour dire, je regarde sur l'itinéraire, à quel endroit chacun va être pertinent en termes d'information et changements possibles. Moi, je l'ai fait, par exemple, sur les problèmes de pot d'échappement. Quand on est au catalyseur, sincèrement, j'y connais rien. C'est de la chimie, je ne sais rien y faire. Si on est au niveau de l'usage, là, je deviens utile. Vous voyez, on est tous utiles à un moment de l'itinéraire. Ça, c'est très intéressant.
Et quand on dit on ne nous écoute pas, j'entends ça, mais qui c'est qui écoute quelqu'un? Là, j'ai un coup de peau, on me demande de parler, donc on m'écoute. C'est hyper sympa. Je dois un grand merci. On m'a écouté pendant 1h30. Ça n'arrive pas souvent dans la vie, hein. C'est formidable. En plus, avec des questions sympas, avec des bonnes discussions, je trouve ça extraordinaire. Bon, mais le reste du temps, qu'est-ce qui nous écoute? Chacun essaie de placer son truc et de faire croire que c'est lui qui a raison. C'est comme ça la vie. Donc, si on arrive à changer les méthodes de travail pour effectivement mettre ensemble, je ne sais pas, un macroéconomiste avec un anthropologue et puis un chimiste, ce que j'ai déjà fait, hein. Moi, j'ai bossé dans beaucoup de groupes pluridisciplinaires parce qu'effectivement, comme je suis ce qu'on appelle un marginal séquent, c'est-à-dire bien placé mais séquent à plusieurs milieux, j'ai beaucoup de marge de manœuvre. Je suis séquent à l'université, bien placé à la Sorbonne, séquent à l'édition, mais j'étais bien placé au PUF et avant à l'Harmattan, et séquent à l'entreprise, que j'avais des bons clients en entreprise. Et je suis à cette interface de 3 milieux. Là, j'ai de la marge de manœuvre. Mais celui qui n'est que académique, que éditeur ou que entreprise, n'a pas de marge de manœuvre comme moi. Donc, j'arrivais à me mettre dans des endroits pluridisciplinaires.